Puis nous voyons Draghi rugir. Il s'envole d'un lac, portant Bibion sur son dos. Ce dernier est très excité et joue avec son nouvel ami. Pendant ce temps, au manoir Funtara, il est temps de réveiller le roi dragon. Ce dernier dort profondément au lieu d'appeler sa femme. Lloyd observe le roi pendant un moment, puis il lève la main et prend une grande inspiration. Puis il utilise son incroyable talent musical pour réveiller le dormeur. Cela fonctionne, mais l'expression du roi dragon donne l'impression qu'il a été torturé. Il est en état de choc, son cœur s'emballe et il est incapable de dire un seul mot. Il demande alors ce que c'était, car il n'a jamais entendu un son aussi horrible de toute sa vie. En souriant, Lloyd explique qu'il a la capacité extraordinaire de réveiller les gens et qu'il est temps pour le roi d'appeler sa femme. D'un geste du doigt, un symbole d'appel apparaît, mais elle le refuse immédiatement. Une fois sa tâche quotidienne accomplie, le roi souhaite une bonne journée au MC, qui a l'intention de se rendormir. Lloyd quitte la chambre en pensant aux incidents qui vont survenir autour de lui. Dès que Lloyd tente de poser une question, le roi lui souhaite une bonne nuit, avec l'intention de se rendormir. Le maître de cérémonie se dit que ce type, dont la respiration est épuisante, ne lui répondra jamais. Pourtant, il s'agit de Suo Kim, l'homme qui a dompté le roi dragon. Un matin, il dit au roi qu'il vient d'une autre dimension, mais ne parvient pas à attirer son attention. La nuit tombe. Un autre matin, il dit qu'il a sauvé ceux qui l'entourent d'un terrible destin, mais il est à nouveau ignoré. Un autre jour passe. Le MC essaie à nouveau, en disant que les gens autour de lui continuent à subir le même sort terrible. Une fois de plus, le roi réagit à peine. Un autre jour se lève. Une fois de plus, le roi dragon dort. À demi conscient, il pense qu'il aurait déjà dû entendre un bruit assez terrible pour réveiller les morts. Lentement, Verkis ouvre les yeux. Il se rend compte que Lloyd est assis en face de lui, la tête baissée. Il lui demande ce qu'il fait, pourquoi il ne l'a pas réveillé, et Lloyd s'excuse. Lloyd s'excuse. Avec une expression sans reproche, il dit qu'il a oublié de réveiller le roi au cours des 10 derniers jours. Verkis est paralysé. Il commence à avoir des sueurs froides, incrédule que cela ait pu arriver. Il demande ensuite s'il a bien entendu le MC. Mais Lloyd explique qu'il ne faisait que plaisanter. Verkis reste silencieux, il n'a pas apprécié cette plaisanterie. Avec un regard terrifiant, le MC dit que cela pourrait arriver si le roi continue d'ignorer les questions qu'il pose. Face à cela, le roi se tait à nouveau, jusqu'à ce qu'il dise que l'audace du MC a des limites. Il lui demande s'il sait à quel point il lui serait facile d'anéantir le MC et tout son clan. Lloyd s'agenouille. Il dit qu'il sait qu'il court un grand risque en menaçant le roi dragon, et demande ce que Verkis risque en ne l'écoutant pas. Le roi lui couperait certainement les jambes et les bras, et brûlerait tout le village. Mais dans ce cas, Verkis devra trouver quelqu'un d'autre pour le réveiller tous les matins. Le roi écarquille les yeux en entendant qu'il devra se lever du canapé. Lloyd ajoute que le roi devrait se rendre dans un village humain, le parcourir et chercher quelqu'un qui se réveille à une heure décente. Ses jambes et ses pieds lui feraient mal, et il perdrait encore de précieuses heures de sommeil. Horrifié, le roi lui ordonne d'arrêter de parler. Mais le maître de cérémonie continue, disant que la personne que le roi a trouvée risque d'être en retard, et qu'il devra retourner au village pour en trouver une autre. Comme il serait douloureux pour lui d'en passer par là, comme si cela lui faisait physiquement mal, le roi crie à Lloyd d'arrêter, désespéré. Malgré le silence de Lloyd, Verkis reste allongé sur le canapé, fatigué d'entendre qu'il va devoir bouger. Finalement, il accepte qu'il a plus à perdre que Lloyd, concédant que le maître de cérémonie a gagné dans son argumentation. Lloyd, l'air grave, célèbre sa victoire. Il parle du fait que le sort des personnes que le MC a sauvées n'a pas changé, et Javier écoute à la porte, prêt à attaquer. Réalisant que tout s'est bien passé à l'intérieur, il pense que son maître ne le paie pas assez pour tout ce qu'il doit endurer. Verkis, calme, dit que le destin fonctionne ainsi, comme la corde d'un arc, mais Lloyd ne comprend pas. Le roi explique que la corde a beau être tirée ou manipulée, elle revient toujours à son état initial. Elle revient toujours à son état initial et résiste au changement avec encore plus de force. Le phénomène du destin forcé est comme une règle que l'on ne peut jamais enfreindre. Outré, Lloyd demande s'il n'y a pas moyen de l'arrêter, mais Verkis lui demande s'il n'a pas entendu ce qu'il a dit. Il insiste sur le fait que personne ne peut rien y faire, que ce soit lui, le roi des enfers, ou même l'archange. Il compare la vie à un jeu, où les gens sont soumis à la façon dont elle a été programmée. Puis Lloyd demande s'il ne pourrait pas y avoir une option secrète, s'il y a un moyen d'en trouver une. Devant son apathie persistante, le roi lui demande s'il ne se soucie pas du fait que sa famille n'est qu'une ligne de code. Mais Lloyd s'en moque. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir les sauver. Javier continue d'écouter en silence la conversation derrière la porte. Même le roi dragon est surpris par la ténacité du maître de cérémonie. Après un bref soupir, Verkis dit à Lloyd qu'il existe le joyau de la vérité.
Il s'agit d'un joyau légendaire dont on dit qu'il est capable de répondre à n'importe quelle question. Peut-être qu'il peut fournir la réponse que le MC cherche. Dites-lui comment empêcher ce destin de se réaliser. Lloyd se lève immédiatement, déterminé. Il s'excuse auprès du roi, mais veut lui demander encore une chose. Mais Verkis refuse et lui révèle que le joyau se trouve dans le royaume des sirènes et lui souhaite un bon voyage. Le maître de cérémonie le remercie pour ces informations et lui dit qu'à partir de maintenant, l'escouade des squelettes sera chargée de réveiller le roi tous les matins. Puis il prend un virage décisif. Il quitte la pièce et annonce à Xavier qu'ils iront tous les deux au royaume des sirènes. Peu après, nous voyons le duo voler sur Gommet. Xavier demande s'il n'aurait pas mieux valu demander à Verkis de les envoyer au royaume des sirènes. Mais le maître de cérémonie répond qu'il n'a aucun bon sens. Il peut les tuer en un clin d'œil, ils doivent donc être prudents et ne pas l'importuner. Arrivé à Crémo, Lloyd dit qu'il a tous les indices nécessaires pour les guider vers le royaume des sirènes. Dans le roman, il est dit que ce royaume se trouve dans les mers les plus difficiles. Il doit s'agir de la mer du nord de la Basse-Asie, lieu de prédilection des navires gémissants qui partent du port de Crémo. S'ils partent à la recherche du royaume, c'est le meilleur endroit pour commencer les recherches. Près du port, il y a une foire avec des vendeurs de différentes parties du royaume. Ils vendent les produits les plus divers. En observant cela, Lloyd remarque que cet endroit est devenu beaucoup plus vivant depuis sa dernière visite. Dans le roman, la ville était désolée après le Gigatitan, et le comte Crémo tombait dans le désespoir après avoir aidé Xavier. Les enfants mendiants se répandent dans la ville, et l'endroit se remplit de vagabonds. Mais grâce à tout ce que Lloyd a fait dans cet endroit, sa réalité est très différente de ce qu'elle était dans le roman. Le maître de cérémonie observe la vivacité de Crémo. Il sait qu'il est chargé de rendre cette ville heureuse pour qu'elle puisse prospérer. C'est précisément pour cela qu'il est si ennuyeux. Il aurait dû demander plus d'argent quand il était là. Xavier remarque l'expression peinée de son maître. Il sourit en pensant qu'il avait raison. Son maître avait bon cœur. Pendant ce temps, Lloyd continue de penser que tous les succès de la ville sont dus à lui et qu'il aurait dû demander une commission. Au manoir des Crémo, il est reçu avec enthousiasme. Le comte l'embrasse en souriant, l'appelant le sauveur de Crémo, et disant que Lloyd continue d'être son type. Alors qu'il est soulevé par le comte, le maître de cérémonie dit qu'il est là pour demander une faveur. Le comte lui demande s'il a bien compris que Lloyd veut qu'il trouve un navire gémissant pour partir à la recherche du royaume des sirènes. Le maître de cérémonie explique qu'il demande beaucoup, mais qu'il a des raisons de le faire. Le comte Crémo connaît un capitaine très talentueux pour cela, mais il est connu pour être un menteur pathologique, et chaque fois qu'il boit, il prétend qu'il est allé au royaume des sirènes quand il était plus jeune. Si Lloyd n'a rien contre un type excentrique, le comte peut les présenter. Pour Lloyd, c'est parfait. Tout a été facile jusqu'à présent. Puis, au port de Crémo, le capitaine raconte comment il a été invité au royaume des sirènes. Il explique que les sirènes déterminent si quelqu'un est leur ennemi ou leur allié grâce au chant de cette personne. On peut lire sur le visage de Xavier qu'il pense que son maître ne sera jamais invité de la sorte. Choqué et inquiet, le maître de cérémonie est scandalisé d'apprendre cela. Il doit y avoir une autre solution. Xavier peut peut-être chanter à sa place. Mais dans ce cas, le capitaine prévient que seul Xavier sera invité. Irrité, Lloyd tente d'expliquer qu'il n'est pas un bon chanteur, mais le capitaine rit en disant qu'il n'a pas compris. Il raconte que lorsqu'il était jeune, il est tombé à la mer alors qu'il cherchait le royaume, et que personne sur le bateau ne l'a remarqué, l'abandonnant derrière lui. C'est alors que les sirènes sont apparues. C'était horrible et intense. Les sirènes n'étaient pas exactement comme il l'avait imaginé. Il savait qu'elles pouvaient facilement lui arracher la tête. Et c'est alors qu'il s'est souvenu que son grand-père lui avait dit qu'il devait chanter pour elle. Dans ses souvenirs, on le voit chanter avec une expression terrible. Sa voix devait être torturante. Le capitaine chantait comme une terrifiante banshee. Au début, les sirènes y ont fait des grimaces, comme si elles ne pouvaient pas supporter le son. Puis quelque chose se produisit. Leurs vilains visages se sont transformés en doux sourires. Les sirènes n'écoutent pas le rythme ou le ton, mais la sincérité du cœur de la personne. Lloyd réfléchit à ce qu'il a dit. Il se souvient de ses parents qui ont quitté ce monde. Il pense à son frère et à Scheherazade, ainsi qu'à toutes les personnes importantes pour lui dans le comté. Après avoir pensé à toutes les personnes qu'il veut sauver, le maître de cérémonie décide d'engager le capitaine et son navire pour les emmener au royaume des sirènes. Au début, il ne pensait qu'à se faire beaucoup d'argent. Le capitaine dit qu'ils ne peuvent pas partir maintenant parce que ce n'est pas encore la saison des baleines. Mais maintenant, Lloyd ne se soucie plus autant de l'argent et offre une grosse somme au capitaine. En voyant la somme, le capitaine change immédiatement d'avis et dit qu'ils partiront dans 10 minutes. Une nuit, 1 mois après leur départ, ils atteignent leur destination. Le maître de cérémonie a choisi de ne pas monter Go-Ming ou Draghi pour cette mission,
car les sirènes pourraient les considérer comme une menace. C'est dire à quel point il est désespéré. Tous ces gens étaient destinés à la tristesse, mais Lloyd leur a offert le bonheur. Depuis le pont, le capitaine dit que les sirènes ont déjà dû encercler le navire, car elles sont très vigilantes pour se protéger. Sur ce, Lloyd jette un coup d'œil à Javier. Javier pense que le capitaine a raison. Elles sont des centaines à encercler le navire. Le maître de cérémonie veut protéger le destin heureux de ces gens, quoi qu'ils doivent faire. Il se met donc à chanter sereinement, demandant en pensée l'aide des sirènes. Celle-ci fixe Lloyd d'un regard effrayant alors qu'il commence à chanter. Le maître de cérémonie chante pour elle sans s'arrêter, et en le regardant, on n'a même pas l'impression qu'il chante si mal. Bientôt, les sirènes changent d'expression, comme si elles étaient hypnotisées par la voix de Lloyd. Même Javier n'arrive pas à le quitter des yeux. Cette voix vient tout droit du cœur de Suo Kim, et les sirènes continuent de regarder Lloyd. Puis, leur tympan explose sous l'effet du bruit infernal qu'il produit. Elles lui lancent une lance, brisant la partie du navire où il se trouvait. Avec une expression féroce, l'une d'entre elles crie que c'est une déclaration de guerre. Ils vont attaquer de toute leur force. Immédiatement, des milliers de harpons sont lancés vers le navire du MC. Lloyd crie de faire demi-tour. Ils doivent s'échapper rapidement. Le MC hurle au capitaine, qui lui a dit que s'il chantait avec son cœur, les sirènes l'accepteraient. En réponse, il reçoit un coup de poing du capitaine, qui veut savoir ce qui ne va pas chez lui. Il crie qu'il a dit à Lloyd de chanter, pas de réciter une malédiction. Le pauvre MC reçoit le coup de poing sans réagir. C'est triste que le plan n'ait pas fonctionné. Même Javier demande si le souhait du maître de cérémonie était d'envahir le royaume des sirènes, ce qui l'irrite encore plus. Javier saute du bateau pour les attaquer, mais Lloyd dit qu'il devrait juste gagner du temps pour changer la trajectoire du bateau. À ce moment-là, les sirènes voient le beau Javier voler au-dessus d'elles. Leur chef leur ordonne d'arrêter l'attaque. Lloyd se demande alors ce qui leur arrive. La sirène désigne l'épéiste. Ce dernier ne comprend pas non plus ce qu'il prépare. Puis ils font des symboles de cœur et disent que Javier peut entrer dans leur royaume. Pendant un moment, il les observe. Puis il regarde en direction de son maître. Celui-ci pleure sans expression sur le bateau, souhaitant qu'ils aillent tous en enfer. Avant d'entrer, Javier demande si les sirènes les autorisent tous à pénétrer dans leur royaume. Elles acceptent et, flattées, il veut savoir pourquoi elles ont changé d'avis. La sirène place sa main dans ses cheveux. Elle les rejette en arrière, montrant sa beauté à l'épéiste. Puis elle dit avec un sourire en coin qu'ils leur ont permis d'entrer grâce au beau visage de Javier. Sans changer d'expression, l'épéiste dit qu'il savait que c'était la raison. Depuis le navire, Lloyd le regarde, souhaitant que cette conversation se termine rapidement. Javier dit qu'il a entendu dire que les sirènes jugeaient la sincérité du chant. Mais elle répond que cela ne concerne que ceux qui les ont impressionnés avec de la musique. Mais comme l'épéiste les a impressionnés par son visage, il n'avait besoin de rien d'autre. Conscient de sa beauté, Javier reconnaît que ce qu'elle a dit est logique. Lloyd, qui le regarde fixement, se demande comment un morveux aussi répugnant peut être le protagoniste du roman. Javier dit que son visage a empêché la dévastation que le chant de son maître a failli causer, et Lloyd lui dit de descendre sur le pont. Il se présente à la sirène comme l'employeur de l'épéiste. Rien qu'en regardant la sirène, il peut voir qu'elle a complètement changé d'expression, ayant à regarder quelqu'un de laid. Mais comme il doit gagner leur faveur, il leur dit qu'il est éternellement reconnaissant d'avoir été invité à entrer dans leur royaume. La chef des sirènes montre immédiatement que l'invitation n'était pas pour Lloyd. Il le savait et pense que, comme toujours, il trouvera un moyen d'arranger les choses. Il doit découvrir leurs faiblesses, ouvrir une opportunité. Pendant que le maître de cérémonie réfléchit à tout cela, Javier demande aux sirènes s'il peut faire une requête. Leur chef, fasciné par le visage de Javier, accepte. Lloyd conserve son expression pensive, et aucun des deux ne dit quoi que ce soit. Même lorsque Javier regarde le maître qui commence à pleurer, Lloyd se demande si ce n'est pas l'air salé de la mer qui lui fait monter les larmes aux yeux. Au visage du maître, l'épéiste sait qu'il doit travailler dur et lui souhaite bonne chance. La sirène met ensuite au cou de Javier un collier, qui lui permet de respirer sous l'eau et d'éviter la pression et la température. Quand vient le tour de Lloyd, il lui lance le collier. Au moins, il a été invité au royaume des sirènes, même s'il est triste de la tournure des événements. Tant qu'il peut trouver le joyau de la vérité et sauver le pays. Soudain, il est pris par surprise lorsqu'il aperçoit une lumière venant des profondeurs de l'océan. En s'approchant, les soupirs de MC s'élargissent. Il y a une pieuvre gigantesque qui tient une ville qui semble être dans un dôme. Il a du mal à croire qu'une pieuvre puisse avoir la taille d'une ville. Lloyd interroge la sirène sur la pieuvre, mais elle ne le regarde même pas. Ce n'est que lorsque Javier pose la question qu'elle répond que la pieuvre est la protectrice du royaume des sirènes et qu'elle est avec elle depuis longtemps. Elle leur montre où se trouve le palais, où ils doivent saluer le roi des sirènes. Le souverain salue les bons et les mauvais humains.
et se présente comme le roi des sirènes, Ali-El. Lloyd dit à Javier de profiter de l'occasion pour demander le bijou, mais l'épéiste dit que le MC doit parler. La souveraine déclare qu'elle ne discriminera pas Lloyd pour sa laideur. Il doit simplement tourner le visage lorsqu'il parle. Cela ressemble à de la discrimination, mais le maître de cérémonie se présente, disant qu'il est venu chercher le joyau de la vérité. Mais avant qu'il ne puisse finir de demander à l'emprunter, la souveraine se met à rire. Elle dit que si le joyau existait, elle le prêterait. Mais ce n'est rien d'autre qu'une histoire de l'âge des mythes. Lloyd reste incrédule face à cette déclaration. Elle poursuit en disant qu'il s'agit pratiquement d'une légende et lui demande s'il a fait tout ce chemin en pensant que le joyau existait. Lloyd tente d'expliquer que le roi dragon a mentionné le joyau. Mais pour la reine, il n'est qu'un clochard qui ne se lève jamais du canapé. Elle ajoute que l'intelligence du maître de cérémonie correspond à son visage. C'est pourquoi Verkis ne lui expliquerait jamais une chose pareille. Lloyd maudit le roi dans ses pensées, pensant qu'il n'est qu'un idiot. Ali-El dit que puisque Lloyd est si intéressé par le bijou, il devrait essayer de demander à la pieuvre de l'aider. Il devrait essayer d'interroger la pieuvre à ce sujet, car elle est celle-là depuis l'âge des mythes. Lloyd est complètement surpris et demande si la pieuvre peut vraiment parler. Mais la souveraine rétorque en demandant s'il existe une pieuvre qui parle, et conclut que le maître de cérémonie est un imbécile. Son attitude ne fait que l'irriter davantage. Il pose donc une question pour s'assurer qu'il a bien compris. Il demande si le joyau a existé à l'âge des mythes, et s'il ne s'agit pas d'une histoire inventée. Ali-El ne peut pas le dire. Son prédécesseur a dit qu'il existait, mais personne de sa génération n'a jamais vu le joyau. Pour Lloyd, cela signifie qu'au moins la probabilité de l'existence du bijou n'est pas nulle. Même s'il n'y a que 0,01% de chance, il doit essayer. Lloyd demande donc à Sa Majesté s'il peut lui demander une dernière chose, ce qu'elle accepte. Il demande à être autorisé à chercher le joyau. Et s'il le trouve, ce ne sera pas une perte pour eux. Elle n'y voit pas d'inconvénient. Plus il restera, plus elle pourra admirer le beau visage de Javier. Cependant, elle prévient qu'ils ne pourront pas les aider, parce qu'ils ont des problèmes plus importants à régler en ce moment, et le MC demande quels sont ces problèmes. Selon elle, il y a peu de temps, un portail vers l'enfer s'est ouvert au-dessus de leurs eaux. Ayant une certaine connaissance de ces portails, le MC reste silencieux. Elle poursuit en disant que la chaleur provenant du portail affecte le pôle Nord. Si cela continue, tous les glaciers vont fondre. La souveraine aimerait savoir quel démon a pu ouvrir cette chose, car elle pourrait tuer celui qui l'a fait. Lloyd est d'accord avec elle pour dire que c'est la pire chose au monde. Celui qui a fait ça doit être vraiment terrible. Elle a même vu un dragon squelettique dans le portail. Celui qui l'a ouvert est un méchant qui rivalise avec les démons. Le maître de cérémonie dit alors que c'est un gage de gratitude pour l'avoir autorisé à chercher le joyau de la vérité. Il promet de trouver la personne qui a ouvert le portail et de lui offrir son coup. À côté de lui, Javier est impressionné par l'audace de son maître, qui dépasse même celle d'un grand maître d'épée. Un peu plus tard, le duo observe le royaume des sirènes. Lloyd dit qu'il est temps de chercher le joyau, et Javier veut savoir ce qu'ils vont faire. Selon le MC, ils vont rassembler toutes les informations qu'ils peuvent trouver. Parfois, les moyens les moins sophistiqués sont les meilleurs. En réalité, ce que Javier veut savoir, c'est ce qu'ils vont faire à propos du portail de l'enfer. Mais Lloyd dit qu'il n'a besoin de savoir qu'une seule chose. Ils doivent trouver le joyau pour le comte, la comtesse et tous les autres. L'épéiste sait que son maître a toujours une raison pour faire les choses, alors il doit y en avoir une pour trouver le bijou aussi. Mais avant cela, il veut toujours en savoir plus sur le portail. Mais Lloyd ne semble pas s'en préoccuper pour l'instant. Pendant ce temps, au palais royal de Magentanel, la reine est assise sur son lit. Une fois de plus, elle semble avoir perdu la tête. La voix lui dit qu'elle a fait couler le sang de sa famille, de son frère, pour accéder au trône. Mais elle est déterminée à ne pas perdre face à ce poison. Elle tend les bras, faisant émaner une puissante aura de son corps. Malgré cela, le poison dans ses veines ne faiblit pas. Il traverse tout son bras. Alicia continue d'utiliser toutes ses forces pour éviter d'être contrôlée par la chose qui est en elle. Puis elle tombe en avant, s'agrippant à son poignet. La souveraine est épuisée par l'effort qu'elle a fourni pour contrôler la voix. Elle regarde son bras, qui reprend encore son souffle. Elle se dit qu'elle a au moins réussi à déplacer le poison, en le concentrant dans son bras. Cela fait, ce qu'elle veut faire maintenant, c'est couper ce bras. Elle se rappelle qu'elle est la reine. Un bras n'est rien comparé à la perte d'elle-même. Mais c'est tout de même étrange, et elle se demande si elle a vraiment perdu la tête. Pour une raison ou une autre, cette tête de patate lui manque, CMR, qui, en ce moment, demande à quelqu'un avec un visage plus désagréable que d'habitude de croire au joyau de la vérité. La sirène est irritée d'avoir été surprise par son visage, et dit que si elle y croyait avant, elle n'y croit plus maintenant qu'elle l'a rencontré. Javier pose la même question à une autre sirène. La réponse est totalement différente.
Elles s'agenouillent devant la beauté de l'épéiste et disent qu'elles ont entendu dire qu'un homme était à la recherche du joyau. Cela ne les dérangerait pas que ce soit cet homme, puisqu'il est si beau. Ils expliquent qu'il y avait un homme à la recherche du bijou et proposent de montrer où il se trouve pendant que le maître de cérémonie est scandalisé. Ils ont reçu des réponses complètement différentes, juste parce que l'un est beau et l'autre non. Javier s'excuse d'avoir fait en sorte que son maître se sente mal dans sa peau. Même en pleurant, Lloyd lui dit que ce n'est pas grave, que ce n'est que de l'eau puisqu'ils sont sous l'eau. Ils arrivent à une maison qui ressemble à un ananas, mais dans laquelle vit une éponge. Mais la personne qui vit là est un homme marin qui est excité à l'idée que d'autres personnes recherchent le joyau et leur demande de se joindre à lui. Le système informe même Lloyd qu'il a immédiatement reçu une évaluation positive de la part du merman Rotorua. Le maître de cérémonie explique, un peu surpris par cette évaluation positive, qu'il se demande simplement ce que Rotorua sait sur le joyau. Il raconte que sa famille le cherche depuis des générations, et que même si tout le monde en rit, le joyau se trouvait dans l'océan jusqu'à la deuxième ère des mythes. Lloyd se rend compte que ce type est un intello qui veut partager tout ce qu'il sait avec un compagnon, alors il ne se taira pas de sitôt. Rotorua raconte qu'il y a 10 000 ans, à la fin de la Grande Guerre tribale, le joyau de la vérité s'est effondré. Cette partie de l'histoire attire l'attention du maître de cérémonie. Il demande si le joyau s'est brisé en morceaux et a disparu, et Rotorua répond que la plupart des gens ne le savent pas. Mais en fait, le joyau de la vérité est un bâtiment. Le placement sophistiqué du mana dans chaque brique et chaque pilier a donné à la construction la capacité de penser et de fournir des réponses. Le maître de cérémonie se dit que ce devait être comme un ordinateur doté d'une intelligence artificielle qui aurait manqué de mana au lieu d'électricité. Il se demande s'il peut faire quelque chose puisqu'il est cassé. Le merman ajoute que c'est pour cette raison qu'il cherche l'emplacement du joyau, car c'est là que devrait se trouver le plan du joyau. À ce moment-là, Lloyd se dit que ce qui lui semblait lointain commence à prendre forme. Il doit suivre cet indice et demande où Rotorua creuse. Un peu plus tard, Lloyd se promène dans la ville avec le merman, et les gens disent qu'il est comme son grand-père, qu'il creuse des trous au lieu de s'entraîner. L'un des hommes mères dit à Rotorua que c'est parce qu'il ne s'entraîne pas qu'il est si grand. Mais l'homme orchestre lui répond que ce n'est pas son affaire. Il ne parle que de muscles. C'est pourquoi la plupart d'entre eux souffrent d'arthrite après 40 ans. Ils ne prennent pas soin de leur intérieur. Rotorua crie que le gars a vécu assez longtemps de toute façon, tandis que l'autre profite du massage de Rotorua, ce qui le laisse dans un coin, se plaignant d'être toujours traité comme un idiot par eux. Changeant de sujet, Lloyd demande pourquoi sa famille n'a toujours pas trouvé le bijou alors qu'elle creuse depuis des générations. En regardant l'horizon, l'homme orchestre explique la raison de cette situation. C'est parce que la mer du Nord est vaste. Il montre des trous, en disant qu'il les a creusés. Et il montre une carte d'exploration avec des centaines de marques d'endroits où ils ont déjà cherché. À ce rythme, le maître de cérémonie pense qu'il n'aura pas trouvé, même lorsque les sirènes auront évolué et que des ailes leur auront poussé. Lloyd se demande si creuser est vraiment leur seule option. Les mesures sont inutiles en raison des 10 000 ans de sédiments. Si Javier utilise son pouvoir pour balayer le fond de l'océan, les plans risquent d'être emportés. Et Ptong n'est pas non plus une option. Vous traîner provoquerait une guerre. La seule solution, c'est que beaucoup de gens creusent. Si seulement ils pouvaient utiliser l'immense force du peuple de la mer. Lloyd est frustré par les options limitées qu'ils ont dans cet endroit. Il fait donc appel à Javier, qui n'a aucune idée de ce que pense son maître. Même si cela blesse son amour-propre, c'est la seule option. Il demande à Javier d'utiliser ses pouvoirs sur le peuple de la mer pour le faire fonctionner. L'épéiste essaie, mais les sirènes disent qu'elles n'ont le temps de se muscler qu'en nageant. Ainsi, la seule option qu'ils avaient disparaît rapidement. Javier est frustré car, pour la première fois, sa beauté n'a pas résolu le problème. Lloyd, en bon ami, commence à rire de lui, disant qu'en fin de compte, il n'était pas aussi beau qu'il le pensait. Mais il se rend vite compte que cela signifie que son plan a lui aussi échoué lamentablement. Ils marchent tous les deux pendant que le maître de cérémonie réfléchit à la façon dont il pourrait creuser une si grande surface, ce qui prendrait des années. Il se souvient que des calamités s'abattront sur eux dans 3 ans. Ils n'ont pas beaucoup de temps d'ici là. Javier dit alors que la région est beaucoup plus chaude. Lloyd explique que c'est dû aux cheminées hydrothermales. L'eau qui y coule est chauffée par le magma et expulsée vers le haut. À peine a-t-il terminé qu'une idée lui vient à l'esprit. Il se souvient de Rotorua qui disait que les gens de mer de plus de 40 ans développèrent de l'arthrite. Et il regarde l'eau chauffée qui monte. Il a trouvé un moyen d'obtenir ce qu'il voulait, et appelle Javier pour l'aider dans son projet. Lloyd veut y faire un sauna. Avec un tel sauna, il peut facilement transformer les gens de mer en esclaves. Le travail manuel paie mieux que Suo ne le pensait, mais il ne gagne pas grand-chose. En effet, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles le travail était annulé, comme la pluie, par exemple. Sa condition physique était également l'une de ces raisons.
Comme ses examens étaient à terminer, il pensait se détendre ce jour-là, étant donné qu'il pleuvait. C'est alors qu'un collègue passe à côté de lui. Il lui demande pourquoi il a l'air si malheureux, mais Suho se contente de le fixer avec une expression fermée. Son collègue lui propose d'aller faire un sauna avec lui s'il n'est pas occupé. Il lui demande s'il n'est pas courbaturé par le travail et s'il pourrait profiter de l'occasion pour détendre ses muscles. Suho Kim reste silencieux, jusqu'à ce qu'il dise avec irritation qu'il n'a pas d'argent pour aller au sauna. Mais le gars rétorque qu'il sait qu'il est pauvre et qu'il n'a pas d'argent. Le maître de cérémonie le regarde sérieusement. Le type explique alors qu'il travaille au sauna ce jour-là et qu'il laissera Suho y rester toute la journée gratuitement. Le MC demande pourquoi le gars travaille alors que sa famille est riche. Et c'est précisément pour cela. Sa mère possède le magasin et d'autres biens, et il commencera à l'aider dès aujourd'hui. Le fait de savoir cela irrite encore plus le MC. Il pense que c'est une étrange coïncidence qu'il ait commencé à travailler dans un sauna juste après la fin de ses examens, et qu'il soit passé devant chez lui à l'heure où il part habituellement au travail. Ce type doit se prendre pour un idiot. Il offre même son parapluie au maître de cérémonie car il est trop pauvre pour en acheter un. Pour Suho, c'est comme s'il était un ange, et ce sauna était un véritable paradis. Il détend tous ses muscles et tendons raides. La sensation que son sang circule à nouveau. C'était presque comme s'il ne faisait plus qu'un avec le flux de l'univers mystérieux. À ce moment-là, nous revenons à Lloyd, qui continue à marcher avec Javier. Il pense qu'il y a une forte demande pour son projet, car il voit beaucoup de personnes souffrant de douleurs articulaires. Ce n'est pas étonnant, car ils ont nagé sous la pression des profondeurs de l'océan. Il a tout planifié du début à la fin. Et il a l'intention d'appeler le plan, la grande pêche aux sirènes. Le maître de cérémonie explique à Rotorua les avantages d'un sauna pour les gens de la mer, compte tenu des douleurs musculaires et articulaires dont ils souffrent. Le jeune homme ne comprend pas le rapport avec l'excavation du joyau de la vérité. Lloyd lui explique alors que c'est l'endroit idéal pour recruter de la main-d'œuvre. La zone est trop vaste pour qu'ils puissent l'excaver à eux trois. À ce moment, Rotorua mentionne que le plan risque d'être difficile, car les gens de la mer ont peur des thérapies par la chaleur. Il se souvient des cheminées au fond de l'océan, où récemment plusieurs sirènes ont été attirées par la chaleur et se sont approchées d'elles. Elles ont fini par mourir. Elles ont perdu connaissance d'une manière ou d'une autre, ont été submergées par la chaleur et ont fini cuites. C'est pourquoi il est interdit aux gens de mer de s'approcher de ces cheminées. Lloyd pense qu'étant donné que cette eau hydrothermale contient des métaux lourds, c'est logique, mais tout de même, il affirme que ces cheminées chaudes résoudront leurs problèmes. La première étape consiste à construire le sauna, en posant les fondations à l'emplacement de la construction. Pour Javier, l'emplacement choisi est trop éloigné des cheminées. Mais Lloyd explique qu'il doit être loin parce que la sécurité passe avant tout. Il utilise ensuite ses compétences pour créer les plans, suivre les directives de construction. Le maître de cérémonie demande à Javier de creuser en suivant les directives pendant qu'il va chercher les matériaux de construction. Javier prend son épée et respire profondément. Puis il commence à tailler la zone avec l'épée. Avant de partir, le maître de cérémonie dit que Javier agit bizarrement, qu'il fait tout ce qu'il demande sans poser beaucoup de questions. Normalement, il devrait demander pourquoi il cherche le joyau ou ce qui se passera s'il ne le trouve pas. Après un moment de silence, Javier dit au maître de se dépêcher d'aller chercher le matériel, sinon il se passera probablement quelque chose de grave dans le comté. Avant de partir, Lloyd l'appelle une nouvelle fois. Il le remercie sincèrement pour ce que l'épéiste fait pour lui. Javier jette un dernier regard à son maître avant de partir, et Lloyd garde une expression sereine. Mais ensuite, les deux hommes vomissent pratiquement ce genre de conversation à l'eau de rose. Ce n'est pas leur genre. La deuxième étape du plan consiste à se procurer les matériaux. Et Lloyd est persuadé que les cheminées résoudront tous leurs problèmes. Il saute vers l'une d'entre elles, à la recherche de la créature qui vit près d'elle et qui leur fournira tous les matériaux nécessaires à la construction. Ce qu'il cherchait était juste devant lui, le ver tubulaire géant. Celui-ci, dès qu'il sent la présence du MC, projette une sorte de liquide. La première partie de la deuxième étape consiste à récupérer ce liquide pour l'utiliser comme adhésif et comme finition. Et la deuxième partie de l'étape 2 consiste à rassembler les tubes externes pour en faire des tuyaux, ce qui ne semble pas très facile. La troisième étape consiste à placer les tuyaux et à les raccorder aux cheminées. La quatrième étape consiste à faire passer les tuyaux dans toutes les pièces, puis à apporter les touches finales, et régler le débit dans les tuyaux pour contrôler la température dans chaque pièce. Lloyd dit que c'est maintenant que vient la partie la plus importante, en s'enquérant de l'intérêt principal d'un sauna. Les salles à thème. La première est la salle Emerald. Il y a aussi la salle Coral, et la salle des plaisirs coupables. Enfin, le premier sauna du World Fantasy Network est terminé. Le maître de cérémonie demande à Rotorua ce que le premier client a pensé du sauna, et vu qu'il est ravi de l'endroit, c'est un succès.
Javier demande s'il s'agit d'un nouveau commerce puisqu'il y a beaucoup d'argent, mais le MC dit qu'il ne fera pas payer l'entrée. Il acceptera quelque chose d'autre. Pour une raison ou une autre, Javier pense qu'il sait ce que le maître veut dire par là. Les gens de Percy. Nous voyons une mouette qui survole la mer. L'oiseau vole calmement. Puis nous voyons que quelque chose est immergé. Soudain, l'eau commence à monter et quelque chose en sort. Une grande quantité d'eau éclabousse le mouvement. Une sirène a sauté hors de l'eau, plus haut que le vol de la mouette. Cette dernière, à son tour, a failli mourir d'effroi à cette vue. La sirène, elle, est incroyablement radieuse, à tel point qu'elle saisit l'oiseau avec délectation. Puis elle replonge. Ses amis l'appellent Rhodita et disent qu'elle a battu un nouveau record. Avec un tel saut, elle atteindra la lune. À l'époque, les muscles de Rhodita se développaient facilement. Elle était la plus forte et la plus belle de la ville. Mais aujourd'hui, la sirène semble épuisée. Rhodita remarque que ses épaules sont de nouveau douloureuses. Elle les frappe pour essayer de soulager la douleur qu'elle ressent. Un vieil homme lui demande d'arrêter de faire du bruit, ce qui ne fait que l'irriter davantage. Elle part en disant qu'elle va faire de la musculation. Le vieil homme l'avertit de ne faire que 3 séances par jour, comme lui. Rhodita sait qu'elle devrait arrêter de faire de l'exercice maintenant. Mais comme elle a vécu ainsi toute sa vie, elle ne peut pas s'arrêter. Pensant que la vie serait meilleure avec moins de douleur, elle entend quelqu'un appeler tous ceux qui souffrent de douleurs articulaires et musculaires. Ce que le MC promeut, ce ne sont pas les cheminées de chaleur, mais des saunas sûrs et certifiés qui détendent les muscles. La possibilité de se détendre dans la chaleur en toute sécurité pique la curiosité de Rhodita, surtout lorsque l'annonceur précise que l'entrée est gratuite. Elle a entendu dire que les humains sont les créatures les plus rusées et se demande si elle doit se fier à cette offre. À en juger par le large sourire de Lloyd, elle dirait qu'il n'est qu'un escroc ordinaire. Mais étant avec quelqu'un d'aussi beau, il ne ferait rien de mal. Et il ne devrait pas y avoir d'escroquerie avec un sauna. Même s'il s'agit d'une arnaque, elle décide d'essayer le sauna. Son expression change lorsque le sauna commence à se réchauffer. Le sauna se réchauffe un peu plus. Les yeux de Rhodita s'écarquillent. Elle se sent comme au bon vieux temps, quand elle était jeune et sans douleur. Dès qu'elle est partie, elle rentre chez elle pour dire à son mari de l'accompagner au sauna, en précisant que c'est gratuit pendant 1 semaine. Lloyd les accueille avec le sourire, leur souhaitant de se détendre pleinement. C'est exactement ce que fait le couple dans l'extase de l'endroit. Le maître de cérémonie les remercie d'être venus pendant 5 jours consécutifs, disant que leurs yeux sont même plus brillants maintenant. Il mentionne qu'ils ont fait de la musculation ensemble et qu'ils sont plus vigoureux, ce dont Lloyd se réjouit. Ils ne sont pas les seuls à constater que les gens sont plus que satisfaits du sauna. Avec son sourire commercial, le MC les remercie, disant que leur bonheur est le sien. Il leur dit qu'il espère les revoir le lendemain et le surlendemain. Les jours passent. Cette fois, Lloyd ne sourit plus. Il regarde Rodhana assise à une table avec des contrats. Elle jette un coup d'œil vers le sauna. Il est fermé ce jour-là. Elle demande pourquoi il est fermé et Lloyd explique que la période de l'événement spécial est terminée. Désormais, l'entrée est réservée aux membres et il lui demande de s'inscrire. Il lui remet un formulaire. Elle se demande s'il suffit de signer pour utiliser à nouveau le sauna. La première clause stipule que seuls les membres peuvent utiliser les installations du sauna. Chaque membre peut utiliser le sauna jusqu'à 12 heures par jour, ce qui commence à lui déplaire. Chaque membre doit également payer un droit d'utilisation chaque fois qu'il utilise les installations. Selon Lloyd, cette redevance ne sera pas payée avec de l'argent, mais avec du travail. La quantité de travail exigée correspond à la moitié du temps passé dans le sauna. Si une personne reste 5 heures dans le sauna, elle doit travailler pendant 3 heures. Le travail doit être effectué dans les 48 heures, suivant l'utilisation du sauna. Pour chaque séance non travaillée, l'accès sera interdit pendant 10 jours. La sanction augmente jusqu'à l'expulsion. Et l'indignation de la sirène est telle qu'elle saisit Lloyd par le col. Elle lui demande pourquoi quelqu'un comme lui ose les utiliser, elles qui sont si fières. Rhodita affirme qu'elles ont bien vécu sans ce sauna ridicule et qu'elles ne participeront pas à cette escroquerie. La main sur sa blessure. Lloyd dit qu'il ne peut pas les forcer à se joindre à lui. Et avant qu'il n'ait pu se lever, toutes les sirènes étaient ses parties. Javier demande alors si le plan du maître a échoué. Mais le maître de cérémonie demande si les péistes vivaient bien sans ces berceuses auparavant. Rhodita se remet à se frapper les épaules pour évacuer la tension, tout en fulminant que l'arnaqueur doit les prendre pour des idiots. Pendant ce temps, Lloyd pense que les humains vivaient bien sans cigarettes. Nous voyons à nouveau la sirène se frapper les épaules sans arrêt pour essayer de soulager la douleur. Lloyd continue de penser que les gens vivaient bien sans sites vidéo ni jeux vidéo. Rhodita continue d'essayer de soulager la tension sans relâche, sans succès. Lloyd termine sa réflexion en disant que les gens vivaient bien sans ces choses, parce qu'ils n'en avaient pas encore fait l'expérience. Alors qu'il regarde devant lui, une file de sirènes, avec Rhodita en tête, attend de signer les formulaires.
À contre-cœur, elle demande le formulaire d'adhésion, qualifiant le maître de cérémonie de poubelle de mer. Insouciant, il lui tend le contrat. Il lui dit, avec son air méchant, que c'est elle qui a choisi d'adhérer en signant le formulaire. Après cela, le sauna est rouvert, et des dizaines de sirènes se détendent dans sa chaleur. Bientôt, on aperçoit une sorte de bracelet à leurs bras. À l'intérieur, une petite pieuvre brille intensément. Mais bientôt, la créature perd son éclat, jusqu'à ce qu'elle se fane complètement. À ce moment-là, Lloyd entre dans la pièce, appelle les sirènes par leur numéro et leur dit que leur séjour dans le sauna est terminé. Il leur dit que leur séjour dans le sauna est terminé et qu'il les reverra le lendemain sur le site d'excavation. En partant, Rodita se dit qu'elle ne peut plus supporter cet homme. C'est son dernier jour au sauna. Le lendemain matin, le soleil brille. Lloyd se présente aux gens de mer comme le responsable des fouilles et leur dit de commencer à creuser. Et c'est ce qu'ils font sans hésiter, ouvrant rapidement des fissures. Pendant ce temps, Rodita, qui n'est pas retournée au sauna, se plaint que tout son corps est douloureux. N'en pouvant plus, elle revient et reçoit le bracelet avec le chronomètre pieuvre. Elle profite de tout le temps qu'elle peut passer dans cet espace rafraîchissant. Puis, Lloyd l'accueille à nouveau, se présentant comme le responsable des fouilles. Ce cycle ne se répète pas seulement une fois, mais plusieurs fois, avec des accueils qui semblent loin d'être amicaux de la part du MC. Pendant qu'il travaille, il paie pour le temps passé dans le sauna. Rodita est furieuse, elle pense que quelque chose ne va pas. Cet homme la manipule complètement. Il lui fait croire qu'elle doit arrêter tout ça. D'une manière ou d'une autre, elle doit briser ce cercle vicieux. Mais elle ne veut pas renoncer à son précieux sauna. Comme elle, des dizaines d'autres sirènes creusent, alimentant le cycle de la satisfaction et de la douleur. Voyant que son plan fonctionne bien, Lloyd sourit méchamment, comme s'il regardait ses esclaves. Rodiroa, qui se trouve à ses côtés, pense que le maître de cérémonie est un démon, car il transforme les gens de mer en esclaves. Se sentant coupable, il se demande s'il n'a pas vendu son peuple au démon. Il est pris au dépourvu lorsque le maître de cérémonie lui demande s'il pense avoir vendu son peuple à un démon. Il affirme avec un visage angélique qu'il n'a jamais forcé personne à faire cela. Pendant un instant, Rodiroa ne semble pas croire ses paroles. Puis il sourit calmement, convaincu que Lloyd a raison. Le maître de cérémonie constate que cela fait 1 mois que les gens de mer ont commencé à creuser, et que le niveau de sédiments sur le fond marin a diminué de manière significative. Il continue d'utiliser ses capacités pour essayer de trouver un morceau du bijou. Soudain, il crie à tout le monde d'arrêter ce qu'ils font. Il descend vers l'excavation, pensant avoir vu quelque chose dans l'un des trous. Dès qu'il arrive, il se met à creuser vigoureusement, jusqu'à ce qu'il s'essouffle presque, en disant que c'est ici que devait se trouver le joyau de la vérité. Il regarde le carré sur le sol, pensant qu'il était nerveux. Lloyd pensait que le joyau n'était peut-être qu'une légende, qu'il ne le trouverait peut-être jamais. Que se passerait-il s'il ne pouvait pas empêcher toutes les mauvaises choses qui allaient arriver à ceux qui l'entourent? Il examine ensuite le sol qu'il vient de découvrir. Il s'essuie le visage avec la manche de sa chemise. Gardant son calme, il dit que c'est génial et qu'il devrait essayer de trouver les plantes maintenant. Alors qu'il se retourne pour interroger Rotorua sur les plantes, il s'aperçoit que l'homme est en larmes, à peine capable de croire que c'est réel. Toujours en pleurs, il dit que selon son ancêtre, ils doivent trouver le centre du joyau. Il doit y avoir une sorte de trou de serrure. Lloyd utilise son pouvoir, et il trouve rapidement l'entrepôt magique où devraient se trouver les plantes. Rotorua s'enthousiasme en disant que l'endroit ressemble vraiment à une serrure. Lloyd se dit alors que s'il y a une serrure, où est-ce la clé qui permet de l'ouvrir? Soudain, un vent violent souffle de l'écluse. Rotorua dit que son ancêtre lui avait dit que la serrure montrerait où se trouve la clé. Mais il ne s'attendait pas à ce que cela se passe ainsi. Lloyd regarde dans la direction du vent. Il remarque que les rafales vont dans la direction de la pieuvre géante qui tient la cité du peuple de la mer. Le maître de cérémonie pense que la serrure devrait indiquer où se trouve la clé, mais elle ne peut pas être à cet endroit. Pendant ce temps, la pauvre pieuvre âgée souffre du vent qui souffle vers elle. Lloyd crie alors, demandant si la clé se trouve dans l'estomac de la créature. Celle-ci, avec la force du vent, ne peut plus retenir le dôme contenant la ville et le laisse partir. La ville tremble sous l'effet de la chute imminente. La souveraine du royaume prévient que s'ils tombent au sol, ils seront condamnés et ordonne l'évacuation de tout le royaume. Un de ses assistants explique que, heureusement, la plupart des citoyens sont à l'extérieur du royaume car ils ont été appelés par le visiteur humain, ce qui fait penser à la reine que Lloyd était finalement un bon gars. Elle est loin de se douter de qui est responsable de l'évacuation. Devant le désastre qui s'annonce, Lloyd demande si c'est de sa faute, et Javier confirme le malheur du maître. L'épéiste dit qu'il va s'occuper du royaume des sirènes et que le maître de cérémonie doit aller chercher la clé, pour le bien du pays qu'il veut protéger. Lloyd se contente de regarder son ami, sachant qu'il peut se fier à ses raisons. Puis Javier s'envole, emportant son maître avec lui.
Ailleurs, nous voyons la souveraine du royaume des sirènes. Elle utilise tout son pouvoir pour empêcher le royaume de s'écrouler. Mais il est déjà bien près de le toucher. Elle n'abandonne pas pour autant, tenant le dôme de ses propres mains. Malgré l'effort, elle sait que cela ne change rien. Soudain, Aliel remarque que quelque chose a changé, le royaume a cessé de tomber. Elle comprend que c'est grâce à l'humain qui se trouve à ses côtés, et dit que tout le monde leur est reconnaissant. Javier réfléchit un instant, puis il dit que ce n'est rien, qu'il a perdu toute honte, comme son maître. Pendant ce temps, Lloyd s'approche de la pieuvre géante qui ne semble pas se sentir bien. Elle place ses tentacules devant sa bouche en signe de désespoir. Le maître de cérémonie reconnaîtrait ces symptômes n'importe où. Cette pieuvre souffre clairement d'indigestion. La pieuvre géante ne se sent pas bien. Elle bouge désespérément. Elle empêche Lloyd de s'en approcher. La mer entière devient turbulente à cause de ces mouvements, ce qui complique la tâche de la reine et de Javier, qui empêche la ville de sombrer au fond de l'océan. Même à la surface, la mer est agitée. Le maître de cérémonie essaie de trouver ce qu'il peut faire pour soigner l'indigestion de la pieuvre, en se souvenant d'une expérience similaire qu'il a vécue. À l'époque, il avait encore ses parents dans son ancien monde. Après l'avoir examiné, son père lui a dit qu'il était ballonné. À ce moment-là, le maître de cérémonie a eu envie de vomir, mais son père lui a dit qu'il s'en occuperait. Alors qu'il était allongé sur un matelas, son père lui a demandé de tendre un doigt. L'homme tenait un énorme couteau, disant qu'il allait rapidement transpercer le doigt du jeune homme avec. Le jeune homme s'est plaint que c'était quelque chose comme ça. Son père lui ferait un trou dans le doigt. Son père s'est alors mis à rire, disant que ce n'était qu'une blague. Il utilisait une aiguille normale pour percer le doigt. Malgré cela, le jeune homme s'est plaint que la piqûre lui faisait mal. Et il ne s'est pas senti mieux après le remède maison. Malgré cela, son père est resté enthousiaste, disant qu'il devrait se sentir un peu mieux. C'est alors que sa mère est apparue, leur disant que la méthode ne fonctionnait pas, bien que son mari l'ait toujours utilisée. Elle l'écarte en disant que dans cette situation, le mieux est d'aller chercher un médecin. La meilleure chose à faire était de tout faire sortir. Souriante, elle a demandé à son fils s'il lui faisait confiance. Sentant la douleur l'envahir, le jeune MC répondit à peine. Il vit juste la femme lever un bras pour montrer ses muscles. Puis elle l'abattit avec force. Pressant la poitrine du MC, il sembla qu'elle allait éclater sous le coup. Au moins, ce qu'elle a fait a fonctionné. Le visage du jeune homme changea de couleur. Puis il a vomi, ce qui le rendait malade. Revenons à la pieuvre. Le maître de cérémonie se demande si cette méthode fonctionnerait aussi sur l'animal, ou s'il existe des preuves réelles de l'efficacité de cette méthode. Il se souvient de sa mère souriant avec confiance, disant qu'il allait mieux, et ajoutant que les preuves se construisent par essai et erreur. Décidé à agir, Lloyd appelle Javier. Il lui demande d'envoyer un homme dans le pied de la pieuvre, mais il n'est pas assez fort pour le traverser. Mais il veut faire ce qu'on lui demande. À ce moment-là, l'épéiste est un peu occupé, empêchant un royaume entier de s'effondrer dans l'océan. Soudain, il remarque qu'une sirène la rejoint. Elle crie aux autres de l'aider à soutenir le royaume. Plusieurs autres personnes ayant fréquenté le sauna de Lloyd apparaissent pour l'aider. Avec toute leur puissance, le dôme s'arrête de tomber, et Javier peut partir aider son maître. Il s'avance vers la pieuvre douloureuse. On dirait un petit ange qui vole vers elle. L'épéiste mesure la quantité de mana à utiliser dans son coup. Puis il envoie à l'homme un souffle qui se divise en plusieurs faisceaux, chacun d'entre eux ne délivrant qu'une piqûre sur chacun des tentacules de la pieuvre. À ce moment-là, les yeux de la pieuvre s'écarquillent. La méthode de Lloyd semble également fonctionner sur les pieuvres. Le maître de cérémonie pense qu'ils auraient dû attacher les pattes de la pieuvre avant de les frapper. Mais d'après le rôde qu'il a laissé échapper, cela a fonctionné. La première étape a été franchie avec succès, mais ce n'est pas fini. Les animaux de compagnie du maître de cérémonie s'approchent de lui sous leur forme géante. Lloyd prévient que dès qu'ils s'éloigneront de lui, ils ne seront plus protégés par le collier magique. Ils doivent donc en finir rapidement. Amang avale alors une énorme quantité d'eau. Padong et Bangul s'accrochent à lui, formant une boule géante d'animaux domestiques. Puis Hamang recrache l'eau avec force. Il les pousse tous vers l'arrière, tout droit vers la pieuvre. Ils s'en approchent de très près et rebondissent sur la pieuvre. Lloyd, qui était au milieu d'eux jusqu'à présent, se prépare à jouer son rôle. Il utilise un puissant souffle de mana. Il essaye de les pousser tous vers l'animal. La boule d'animaux s'approche de lui, tournant à grande vitesse. Cette fois, cela semble être le coup de grâce pour la pieuvre. Elle laisse échapper un énorme rot au milieu de l'océan. Mais ce qu'elle a vomi n'était pas seulement leur bulle. La clé qu'il cherchait a également été recrachée. Javier l'attrape avant qu'elle ne soit perdue. Près de lui, le maître de cérémonie se réjouit de la réussite de son plan. Le système annonce alors que Lloyd a obtenu le titre de masseur du village marin. Il peut désormais respirer sous l'eau. Se sentant mieux maintenant, la pieuvre réalise qu'elle a laissé tomber le royaume. Elle nage vers lui pour le relever.
Le MC a également acquis la capacité Stomach Shot, qui fait vomir les créatures marines. Il reprend sa position initiale, tenant le dôme. Les habitants de la mer célèbrent le fait que leurs maisons sont à nouveau en sécurité. Tenant la clé sortie de la pieuvre, Lloyd assure qu'il s'agit de la même que celle des plans. Avant qu'il ne puisse s'emparer du joyau, la reine souveraine l'appelle. Elle lui dit qu'après l'avoir observé attentivement, elle a remarqué qu'il avait le visage d'un beau jeune homme. Le maître de cérémonie la regarde sans rien dire. Elle poursuit en disant qu'il a augmenté la masse musculaire de son peuple et sauvé son royaume. Elle lui offre ses salutations pour le remercier de ses actes. Maintenant, son peuple considère Lloyd comme un véritable ami, même si c'est lui qui est à l'origine de toute cette situation. Le MC est reconnaissant envers ses parents, car c'est grâce à eux qu'il a su quoi faire. Et le système dit que s'il ressent cela, ses parents doivent être encore plus reconnaissants. Pour Lloyd, le système va trop loin en lui disant de telles choses. Comment pourrait-il remercier des gens qui ne sont plus là? Le maître de cérémonie porte plusieurs regrets, qui ne peuvent plus être réparés. Mais il sait qu'il ne sert à rien de s'y attarder. Il doit se concentrer sur sa famille actuelle, qu'il doit protéger. Le MC insère la clé dans la serrure qui se trouve sur le sol. Des rayons de lumière bleue commencent alors à émaner de la serrure. Il révèle des images comme des plans. Le MC se demande de quoi il s'agit. Pour lui, les images ressemblent à celles d'un tombeau de l'époque de Goguryeo. D'après le type de construction, il s'agit d'une pyramide. Le système lui dit qu'il doit étudier les plans pour sauvegarder les informations sur le joyau de la vérité, également appelé Iterua. Le MC fait ce que le système lui demande, mais un autre message apparaît. Cette fois, il est perplexe, car il doit maintenant trouver une série de matériaux. Comme Rotorua ne peut pas voir la fenêtre du système, il demande à Javier si le maître de cérémonie va bien. Lloyd continue de fixer la fenêtre du système, irrité. Il pensait que c'était fini. Mais comme il n'a pas le choix, il appelle Javier pour qu'il l'accompagne, et l'épéiste demande où ils vont maintenant. Le maître de cérémonie explique qu'ils retournent à Magentano. L'un des matériaux dont ils ont besoin est le Toranga que l'on trouve là-bas. Pendant ce temps, au palais de Magenta, la reine Alicia est submergée par la paperasse. Elle n'a pas l'air bien en écrivant. Il semble qu'elle n'ait toujours pas réussi à se débarrasser de la malédiction qui réapparaît sur son visage. Elle en est très fatiguée. Elle se demande combien il lui faudra encore en rassembler dans sa main. Alicia sait qu'elle ne peut pas abandonner. En tant que reine, elle doit être la personne la plus puissante du royaume. Par la porte, quelqu'un annonce qu'il a apporté des nouvelles concernant les propositions commerciales avec les nations du Sud. Un messager l'informe que ces nations se sont unies, ignorant ses propositions et en faisant d'autres irrationnelles. D'autres nations rendent également les négociations difficiles, et il se demande si c'est à cause de cet incident. Lors de la fête qui devait mettre en valeur la puissance du royaume, un dragon est apparu, ruinant leur image. On a beau dire que la situation est réglée, comme il n'y a pas de cadavre, on n'y croit pas. Si cela continue, même les nobles pourraient contester son autorité, et le chaos pourrait s'ensuivre. En ce moment, la reine n'a aucune idée de la façon de résoudre le problème. Et bien qu'elle tremble, elle refuse de faiblir. En tant que reine, elle doit être forte. Soudain, elle entend que Lloyd Frontara est là, demandant une audience avec elle. Alicia court dans les couloirs du château à sa recherche, surprenant les nobles. La reine arrive alors dans un couloir très éclairé, et aperçoit quelques personnes devant elle. Elle sait que cet ennuyeux parasite est là. Ce parasite qui a complètement échappé à son contrôle, et qui fait ce qui lui plaît. Elle se jette sur le maître de cérémonie, pensant que c'est le parasite qu'elle voulait le plus en ce moment. Bien sûr, Lloyd est complètement choqué par la réaction de la reine. Et à ce moment-là, elle réalise ce qu'elle vient de faire. Ce qui n'était rien, puisque ce n'était que son imagination. La voix de Lloyd la ramène à la réalité. Javier et lui sont agenouillés devant elle. Elle demande ce qu'il disait, mais le maître de cérémonie lui explique qu'il l'a simplement saluée pour la deuxième fois puisqu'elle ne l'a pas entendu. Le présentateur se demande pourquoi elle était si agitée. Ce n'est certainement pas parce qu'elle était impatiente de le voir. La reine se contente de le regarder en silence. Puis elle secoue la tête en signe de dénégation irritée. Javier, attentif à tout, panique. Il jette des coups d'œil entre la reine et le maître de cérémonie. Javier remarque une expression timide sur le visage de la reine, qui ne sait pas comment réagir face à Lloyd. Il n'en revient pas. Ce serait encore plus ridicule que de dire qu'en réalité, Soho est un ange. De retour à Alicia, elle demande pourquoi le maître de cérémonie a demandé à la voir. Il s'excuse, mais dit qu'il aimerait avoir quelques piliers du sous-sol du palais royal. La reine ne sait pas comment réagir. Elle ne s'attendait pas à entendre une telle chose. Mais en souriant, le maître de cérémonie dit qu'en échange, il fera faire à ces nations voisines rebelles tout ce qu'elle veut. Toujours dans le royaume des sirènes, Lloyd réfléchit aux plantes du joyau de vérité. Lorsqu'il cliqua sur Toranga dans la liste des matériaux, le système lui montra une sorte d'enregistrement. Il s'agit de la grande guerre tribale de l'ère des mythes et de la bataille pour le joyau à cette époque.
Une sirène posa rapidement une question aux joyaux à un moment critique. Peut-être pour savoir s'ils allaient gagner la guerre. Quoi qu'il en soit, des harpons de la taille d'un cèdre ont tout détruit. Plusieurs tribus se mirent alors à piller les ruines, les utilisant comme trophées de guerre. Un géant prit un peu de Toranga et l'apporta sur la terre. Ce géant allait construire un royaume et régner sur les humains. Mais il y eut bientôt une rébellion et il fut chassé. Les humains se construisirent un palais. Le Toranga que possédait le géant fut utilisé pour les fondations du palais. Aujourd'hui, ce matériau se trouve au pied du palais royal de Magentana. Une grande fête s'y déroule. Certains étrangers se demandent ce que la reine peut bien endurer. Un autre mentionne que la dernière fois qu'elle a organisé un tel banquet, elle a été projetée dans les airs par un dragon en os. Il remarque également que malgré cela, elle a toujours l'air confiant, comme si elle pouvait les tromper en montrant sa puissance après cela. Lloyd les entend rire, disant que l'histoire de la reine qui a capturé le dragon n'était qu'un gros mensonge. Puis il sourit et appelle Draghi. Soudain, un vent violent s'abat sur le banquet de la reine. Les invités lèvent les yeux au ciel. L'un des étrangers qui riait tout à l'heure change complètement d'expression. En voyant l'ombre d'un dragon s'approcher d'eux, l'homme panique. L'homme panique, criant désespérément que c'est le dragon d'os. Tous les invités du banquet s'enfuient, effrayés. Seul Lloyd reste debout, souriant sans bouger. Il dit à tout le monde que le dragon agit bizarrement. À ce moment-là, l'étranger gênant cesse de fuir pour s'intéresser au dragon. Ce dernier se tient alors devant la reine Alicia. Après avoir poussé un petit rugissement, Draghi se tourne vers elle, comme un chiot obéissant. À cette vue, les invités sont pétrifiés, tandis que Lloyd affiche un air triomphant. La reine tend les mains sans montrer de crainte. Puis elle touche le dragon, le caressant pour montrer qu'il n'est pas une menace. L'étranger de tout à l'heure crie immédiatement à son compagnon de retourner rapporter cela à leur roi. Avec cette démonstration de puissance, ils feront tout ce que la reine veut. Elle a plus de pouvoir qu'eux tous. Puis ils s'agenouillent tous, jurant fidélité à la grande reine de Magentana, attirant même l'attention de Lloyd. Elle dit cela au nom du royaume de Magentana. Elle déclare Lloyd Frontera, l'homme qui a fait se rendre le dragon est la personne qui a le plus de mérite dans tout le royaume. Le titre rivalise avec la royauté, et tous les invités regardent le maître de cérémonie, qui ne s'attendait pas à une telle déclaration. Lloyd pense qu'elle lui a déjà donné le pouvoir de prendre une partie du palais. Elle n'avait pas besoin de faire cela aussi. À ce moment-là, Alicia lui sourit. Il ne comprend pas vraiment la raison de son sourire. Contrairement à Javier, qui reste choqué en sachant ce que cela signifiait. Plus tard dans la nuit, au palais, Lloyd demande pourquoi la reine a fait venir Javier. Il lui explique qu'elle a dit qu'elle avait besoin de s'entraîner et qu'elle profiterait de l'occasion pour discuter de quelque chose avec elle. Lloyd est curieux de savoir de quoi il parlerait, et l'épéiste lui demande s'il a ressenti quelque chose lorsqu'il était avec la reine. Sans aucune expression, le maître de cérémonie répond qu'il n'a ressenti que la présence royale de la reine. Avant de partir, Lloyd demande si Javier a remarqué quelque chose d'étrange à propos de son bras droit. L'épéiste demande s'il va quelque part, mais le maître de cérémonie reste silencieux. Il révèle alors qu'il en profitera pour rendre visite à son jeune frère. Javier semble réfléchir au fait que Lloyd appelle Julian son frère. Loin du palais, Shaharazada entraîne Julian et se plaint de sa position de combat. Malgré ses efforts, il est loin d'être à la hauteur de la vitesse de Shaharazada lorsqu'elle apparaît derrière lui. Mais au lieu de l'attaquer par derrière, elle l'embrasse passionnément sur la joue. Son mari est complètement embarrassé. En signe d'affection, il lui embrasse la main. Un couple complètement amoureux et heureux. Le maître de cérémonie qui était allé rendre visite au couple observait la scène d'un air dédaigneux. Pour lui, son frère a vécu une vie merveilleuse dont il ne profitera jamais. Il vivrait seul jusqu'à la fin. Bouleversé, il ne les salue même pas et décide de partir. Mais avant de partir, il jette un dernier regard au couple d'amoureux. Il se souvient du terrible destin qui les attend, à moins qu'ils ne puissent faire quelque chose pour changer leur avenir. Le MC souhaite que le couple puisse continuer à jouir de ce bonheur. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Sur le chemin du retour, il entend les murmures de quelqu'un qui raconte comment il a été expulsé de l'académie. À cause de quelqu'un, s'ils n'avaient pas fait cela, tout aurait été différent. L'homme explique qu'il tient le MC pour responsable de ses problèmes. Dès que Lloyd se retourne pour voir qui dit cela, l'homme cagoulé court vers lui. L'homme encapuchonné court vers lui avec un poignard, en le maudissant. La scène se transforme en un jeune homme portant l'uniforme de l'académie. Throd Tanus marche fièrement devant un groupe d'étudiants, salué par les autres élèves. À l'époque, il était la personne la plus puissante de l'Académie royale. Un élève marchant avec lui désigne un autre élève. Il s'agit de Julian, qui dit qu'il est l'élève qui s'est classé premier à l'époque. Même s'il était un génie de la magie, qu'il avait un esprit brillant et qu'il était le fils du duc Tanus. Il avait perdu face à Julian, qui s'était recroquevillé dans un coin lors de son passage avec son groupe.
Il dit à un compagnon qu'il ne voulait plus voir Julian dans les parages, à moins qu'il ne soit brisé et blessé. Si l'autre ne faisait pas ce qu'il lui ordonnait, sa famille en serait tenue pour responsable. Tout le monde s'incline devant lui, non seulement les élèves, mais aussi les professeurs et le directeur. Mais son père et lui ont été reconnus coupables par la reine de corruption et d'autres actes illégaux à l'académie, à cause de ces crimes qui insultaient le nom de Magentano. Elle a dépouillé la famille Tanus de tous ses titres et de tous ses biens. Et c'est là que tout a commencé à aller de travers. Son père l'a attaché à un arbre et l'a rendu responsable de tout, en lui disant qu'il devait assumer la responsabilité de la ruine de la famille. À l'aide d'une épée, il voulut mettre fin à la vie de son fils. Celui-ci reçut le coup douloureux, incapable de se défendre. S'il n'avait pas été aussi doué pour la magie, il serait mort sur place. Mais grâce à ses pouvoirs, il a retiré le couteau de son corps et s'est libéré de ses liens. Tanus s'éloigna, réfléchissant au fait qu'il avait perdu tout ce qu'il avait. Il ne lui restait plus rien. Non, en fait, il n'y avait qu'une seule chose qui faisait grandir en lui une immense colère. Tanus voulait se venger de tout ce qui lui était arrivé. Revenons à l'attaque de Tanus sur le MC. Lloyd bloque facilement l'attaque, ce à quoi son agresseur ne s'attendait pas. Le MC le regarde avec dédain. Et tenant le bras de Tanus, il se prépare à lui asséner un coup de poing. Ce qu'il fait, précisément, et le projette en arrière. Regardant l'homme au sol, Lloyd lui demande qui il est, mais se moque bien qu'il ne réponde pas. Il en conclut que l'adversaire a dû être expulsé pour s'être mal comporté. Être attaqué dans cette zone par quelqu'un de cet âge, c'était évident pour Lloyd. Furieux d'être traité de la sorte, Tanus projette son sang vers le MC. Le liquide se transforme en lance qui se dirige vers lui, mais grâce à la pelle qu'il portait, Lloyd réussit à se défendre. Lloyd parvient à se défendre des lances qui lui arrivent en dessus, et contre-attaque même Tanus. Maintenant, il s'intéresse un peu plus à lui, car il peut utiliser la magie du sang. Dans le roman, il n'y avait aucun personnage capable d'utiliser ce type de magie. Furieux, Tanus hurle que le MC n'est pas le plus méritant, qu'il n'est qu'un misérable méchant, une ordure dégoûtante. Il se retournerait contre son peuple à tout moment, tuant tous ceux qui ne l'avantagent pas. Cette déclaration laisse le maître de cérémonie sans voix. Pendant ce temps, au palais, Alicia répond à Javier qu'elle trouve le maître de cérémonie très talentueux et qu'elle le veut à ses côtés. L'épéiste demande si c'est la seule raison pour laquelle elle veut le MC à ses côtés, et elle le réaffirme en disant qu'il agit bizarrement. Alicia dit qu'elle ne sait pas où Javier veut en venir avec cette conversation. Puis il dit qu'il croit que même le plus puissant des guerriers a besoin d'une maison où retourner pour se reposer. A besoin d'une maison pour se reposer, et il doit y avoir quelqu'un pour l'attendre, pour être avec lui pendant qu'il dort. À ce stade, la reine ne peut pas ne pas avoir compris, mais elle reste silencieuse. Pendant ce temps, sa personne importante est sur Tanus, le battant pour obtenir des réponses. Il était rare que quelqu'un mette Lloyd dans une telle colère, mais il y était parvenu. Tout en continuant à le frapper, Tanus commence à faire des inscriptions de sang sans que le MC s'en aperçoive, puis il affiche un large sourire effrayant. Le MC reste perplexe quant à ce qu'il prépare. Soudain, le sang de Tanus sur le sol se met à bouger. Il s'élève comme une sorte de tourbillon. Lloyd a du mal à croire ce qu'il voit. La chose que Tanus a créée a réussi à avoir un visage encore plus laid que celui des MCS. Pire encore, la créature n'est pas venue en paix. Elle était sur le point de l'attaquer. Au palais, Javier, toujours en pleine conversation, remarque quelque chose d'étrange. Il se fait réprimander par Alicia pour avoir perdu sa concentration pendant leur match. En gentleman qu'il est, il s'excuse auprès de la reine. Puis il s'envole sans dire un mot de plus. Près du palais, Lloyd est attaqué par cette étrange magie. Sentant que quelque chose ne va pas, l'épéiste tente de rejoindre son maître au plus vite. À ce moment-là, la monstruosité est sur le point d'avaler le MC, qu'elle a complètement immobilisé. C'est alors que notre sauveur apparaît, mettant la créature en pièces comme si elle n'était rien. Cela fait, Javier se met à la recherche du responsable. Ce dernier panique parce que sa créature a été vaincue si facilement et souffre atrocement car Javier lui coupe le bras. Toute la scène se déroule très rapidement. Dès que Javier a terminé, il ramasse son maître pour le mettre en lieu sûr. Ce faisant, Tanus tente d'atteindre son bras coupé, qui tient toujours la dague. Pour l'en empêcher, Javier s'élance vers le mage. Mais il est trop tard. Il a réussi à saisir la dague. C'est alors qu'un nouveau tourbillon de sang apparaît. Au milieu de ce tourbillon se trouve Tanus, qui tient son bras dans sa bouche avec un regard fou. Soudain, le tourbillon disparaît, ne laissant qu'une flaque sur le sol. Dès que Javier atterrit devant, il est certain que le mage a fait une erreur. Il est certain que le mage a complètement disparu. En regardant ce qui s'est passé, le maître de cérémonie se demande ce que c'était et qui utilise ce genre de magie. Ailleurs dans le royaume, on voit une tache rouge sur le sol, comme celle de la ville. Un autre tourbillon en surgit. Il emporte avec lui un Tanus gravement blessé. En ville,
Lloyd dit à Javier que le type a dû être renvoyé de l'académie pour brimade, mais il ne reconnaît pas la magie utilisée. Pendant ce temps, le mage rampe sur le sol, se tenant le bras et maudissant les deux hommes. Javier se reproche de ne pas l'avoir décapité quand il en avait l'occasion, mais le maître de cérémonie le console en lui disant qu'il ne pouvait pas savoir qu'il disparaîtrait. Furieux dans les ruines, Thanos hurle qu'il ne leur pardonnera jamais tout en essayant de réparer son bras. Pour soulager la culpabilité de l'épéiste, le maître de cérémonie lui dit qu'avec lui, ce mage ne pourra plus jamais le toucher. Malgré cela, Javier reste inquiet d'avoir laissé le mage s'échapper. Pendant ce temps, Thanos continue de crier tout seul qu'il va tous les tuer. Soudain, une fenêtre système apparaît pour Lloyd, montrant que le nombre de vies qu'il a sauvées n'est plus nul. Le compte a changé et il y a maintenant une vie sauvée en moins. Le maître de cérémonie panique, se demandant ce que cela peut signifier. Que son arrivée dans ce monde pourrait signifier la mort de quelqu'un. Le lendemain, au palais, Lloyd se méfie un peu de la décision de la reine. Elle l'a complètement entouré de gardes du corps, au point qu'il ne pouvait presque plus bouger. Selon elle, c'est le niveau de sécurité standard lorsque quelqu'un menace la vie de la personne la plus méritante du royaume. Elle ordonne à un général de s'occuper de tous ceux qui s'approchent de Lloyd, et celui-ci confirme les ordres. Mais le maître de cérémonie proteste, en disant que cela ne marchera pas, car il a Javier, qui est plus puissant que des milliers de soldats. Cela convainc la reine de disperser les gardes du corps, et elle lui dit qu'elle va enquêter sur la magie du sang. Lloyd a maintenant un problème de plus à résoudre pour empêcher que ces mauvaises choses ne se produisent. Il doit d'abord se concentrer sur l'obtention du Toranga, et il ordonne donc à ses ouvriers de commencer le projet. Le Toranga est l'un des piliers fondamentaux du palais, et tout ce qu'il a à faire, c'est de creuser et de l'enlever. Comme la chambre n'approuverait jamais ce projet, la reine a menti en disant qu'il s'agissait d'un projet de restauration du palais. Pour éviter d'endommager la structure, le CM devra creuser un tunnel sur le côté. Mais s'ils ne font pas attention, toute la structure pourrait s'effondrer, et ils doivent donc d'abord durcir le sol. Le MC était en train d'utiliser Padong pour creuser lorsqu'un ouvrier l'a informé que l'objet qu'il attendait était arrivé. Dans le roman, il y avait un artefact capable de geler le sol, ce qui était exactement ce dont il avait besoin. L'artefact en question est le cœur de l'hiver. C'était l'un des 3 objets divins de Magenta, censés contenir tous les hivers du monde. Il avait été donné à la famille royale il y a longtemps par le dragon des glaces, Tyrannus. Dans le roman, il y a une scène où la reine, après être devenue maléfique, gèle une armée ennemie entière avec l'objet. Pour utiliser un tel objet, il fallait l'accord de la chambre. Mais grâce à un peu de corruption, Alisha y est parvenue. Avec le cœur de l'hiver, le MC pourra retirer le Toranga en toute sécurité, mais il devra mettre un autre bloc à la place. Passage devant un groupe de mages. L'un d'entre eux attire l'attention de Javier. Ce n'est autre que Celuria, la béguine de l'épéiste de Naméran. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il réalise que c'est elle. Mais la jeune fille se contente de le saluer brièvement et poursuit son chemin. Lloyd lui fait remarquer que c'est une mage brillante et qu'il n'est donc pas étonnant qu'elle manipule un objet aussi puissant. Il encourage Javier à aller lui parler, sachant que l'épéiste a manqué la fille. Javier fait l'idiot, mais le maître de cérémonie insiste, disant qu'il a vu ce qui se passait entre eux deux. Il dit qu'il peut dire quand une personne en aime une autre d'un simple coup d'œil, qu'il a un radar précis à 100%. Dans ce cas, Javier pense que cette capacité ne fonctionne pas du tout lorsqu'il s'agit de son utilisateur. L'épéiste dit qu'il ne peut pas quitter son maître, qui est poursuivi, même si le maître de cérémonie dit qu'il peut s'occuper du mage. La première étape du projet consiste à creuser un tunnel vertical et à y insérer des barres d'armature en béton. La deuxième étape consiste à construire la chambre de congélation souterraine pour le sol. Au cours de la troisième étape, les mages les plus compétents du royaume contrôleront le cœur de l'hiver. Ils inséreront des lances gelées qui se connecteront au cœur pour commencer à geler le sol. Une fois cette étape franchie, la quatrième consiste à creuser un tunnel jusqu'au plafond des fondations. Bien sûr, avec Padung, le projet avance vite. Et Javier fait remarquer que les travaux avancent plus vite que d'habitude. Pour le maître de cérémonie, plus c'est rapide, mieux c'est. Il manque de temps et doit extraire le Toranga le plus rapidement possible, s'il utilisait une autre méthode qu'il a en tête pour accélérer le processus. Puis il se gifle, essayant de chasser ses pensées de son esprit. Il demande à l'équipe de préparer les barres d'armature et de commencer le revêtement en béton. Le projet se poursuit et Celuria utilise sa magie pour contrôler le cœur. Mais quelque chose ne va pas. Sous la porte qui garde le cœur, une tache rouge commence à se répandre. La tache se transforme rapidement en un vortex rouge. Et Thanos en sort, complètement enragé. Quelques jours plus tôt, 2 nobles discutent de l'ascension rapide de Lloyd en tant que personne la plus méritante du royaume. Le duc Toscano, chef de la chambre, a déclaré qu'il était dangereux de laisser le MC connaître un tel succès, car de nombreuses familles nobles avaient été désavantagées à cause de lui.
Les autres s'interrogent toujours sur le fait que la reine ait donné à Lloyd l'accès à l'un des objets les plus précieux de l'Empire. Toscano voulait trouver la faiblesse du MC pour le faire tomber. Plus encore, il voulait se débarrasser de Lloyd et de la reine d'un seul coup. Seul, le duc se dit qu'avec le garde du corps de Lloyd, il serait presque impossible de l'assassiner. Soudain, quelqu'un apparaît derrière lui et lui dit que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Surpris, le comte se retourne pour voir qui est l'intrus. Là où Thraud se présente comme le troisième fils de l'ancien duc Thanos et demande comment va le duc. Toscano est choqué d'apprendre que le jeune homme est toujours en vie. Le mage dit que quelque chose semble troubler le comte. Si ce qui le préoccupe est Lloyd Frontara, il peut peut-être l'aider. Le mage demande ce que le maître de cérémonie fait dans le château, et le comte répond probablement qu'il fait des réparations et qu'il a pris le cœur de l'hiver. Thraud répète le nom de l'objet avec un grand sourire, puis il demande à Toscano de lui rendre un service. Il montre une fiole contenant un peu de son sang et demande au comte de demander à l'un de ses hommes de le verser dans la construction. Si le comte le fait, le monde entier saura que Lloyd est le mal absolu et qu'il n'aurait jamais dû naître. Pendant ce temps, sur le chantier, un homme apparaît. Il dit qu'il doit dire quelque chose au maître de cérémonie. Il pense qu'il n'est pas satisfait de son travail, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Grâce au talent de diplomate du MC auprès d'Asfahan, sa femme a pu apprendre l'art de la poterie, ce dont elle rêvait. Un autre travailleur le remercie également et dit même que son fils veut devenir ingénieur civil et qu'il admire le MC. Avec un sourire angélique, Lloyd dit que s'ils sont si reconnaissants, ils pourraient chacun lui donner 1000 pièces d'or. Et en effet, ils sont si reconnaissants qu'ils lui donnent ce que le maître de cérémonie a demandé. Javier fait remarquer que son maître extorque maintenant ses employés, mais que même lui ne pensait pas qu'il lui donnerait de l'argent. Derrière eux, l'un des gardes de la porte dit que la prochaine équipe est en retard et demande à l'autre d'aller les chercher, le laissant seul pour garder le cœur de l'hiver. Le soldat saisit la fiole que le comte Toscano lui a donnée et en verse le contenu sur le sol. À cet instant, un œil apparaît au milieu du liquide rouge. Après avoir vu la direction qu'il prenait, il passe rapidement en dessous. Celeria, qui était à l'intérieur avec les autres mages, s'aperçoit alors que quelque chose ne va pas. C'était Wertrod, qui venait d'apparaître avec un regard fou. Immédiatement, Javier se rend compte que quelque chose ne va pas. Il reconnaît que le mage de tout à l'heure s'est frayé un chemin jusqu'ici. Dans la pièce fermée, les mages l'attaquent, voulant savoir qui est cet homme. Mais il s'avance vers eux, sans se laisser intimider par les attaques de feu. Pendant ce temps, Lloyd ordonne à Javier de protéger le cœur de l'hiver. Wertrod, utilisant sa magie du sang, invoque des tentacules rouges pour attaquer le groupe de mages. Pour les arrêter, Celeria invoque un chant de force. Mais celui-ci est détruit par les tentacules, comme s'il n'était rien. En un clin d'œil, tout ce qui protégeait le cœur de glace est détruit. Javier apparaît, essayant d'empêcher le mage de causer plus de dégâts. C'est alors que le cœur d'hiver se met à briller intensément. Les vents puissants qui en émanent empêchent les mages de s'approcher. Désespéré, Javier se demande où est Thanos, s'il a disparu. C'est alors que quelque chose attire son attention. Devant tous les mages se tient Dame Celeria, qui s'efforce de maîtriser l'objet. L'épéiste se tourne vers son maître. Celui-ci lui criait de ne pas bouger. Lloyd hurle à travers les bourrasques de vent que Javier doit bloquer le cœur de l'hiver à cet endroit. Malgré l'ordre, l'épéiste tente de protester. Mais son ami lui demande de lui faire confiance. Javier avance donc vers le cœur d'hiver. Voyant Javier se diriger vers l'objet, Celeria pousse un cri d'inquiétude. De toutes ses forces, l'épéiste tente de contenir le cœur. Mais l'objet est aussi puissant qu'un dragon de haut rang. Il ne pourra pas le retenir longtemps. À l'extérieur de la pièce, Lloyd, qui a la capacité de ne pas souffrir d'hypothermie, court pour les rejoindre. Il sait qu'il n'est pas vertueux, mais il doit régler cette affaire et rendre l'argent des ouvriers. Alors qu'il réfléchit, une gorge apparaît derrière lui, et le poignarde par derrière comme un lâche. Le mage lui dit qu'à présent, Lloyd va devoir affronter son vrai visage. Le maître de cérémonie a du mal à croire ce qui vient de se passer. Mais soudain, quelque chose change en lui. Les mêmes marques que celles de la reine apparaissent sur le visage de Lloyd. Puis nous le voyons, avec son apparence du monde précédent, être appelé par une voix. La voix dit qu'il n'y a pas de temps pour l'échec. Elle vient du Lloyd que nous connaissons, qui dit que s'il fait exploser le palais, il pourra obtenir les matériaux qu'il veut beaucoup plus rapidement. Avec une expression sinistre, ce Lloyd dit qu'ils ont le pouvoir nécessaire pour le faire. En dehors de l'esprit du maître de cérémonie, Javier lutte toujours pour contenir le pouvoir du cœur de l'enfer. Réalisant à quel point c'est difficile pour lui, Celuria utilise son feu d'allumage. Celuria utilise sa magie de feu. Elle chauffe le vent qui entoure l'objet magique. Grâce à cela, Javier peut résister un peu plus longtemps, mais elle se demande s'il est utile de bloquer. Elle pense qu'il devrait protéger le maître de cérémonie, qui vient d'être poignardé. Lloyd hurle lorsque le pouvoir de la malédiction pénètre dans son corps. Le mage rit en disant qu'il s'agit d'une magie ancienne,
la malédiction des ténèbres qui consume tout. S'il y a ne serait-ce qu'une étincelle de ténèbres dans une personne, elle se multipliera jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle de son esprit. Trode hurle alors à Lloyd de révéler sa corruption et son insouciance pour qu'il détruise tout. Alors que le MC est à l'agonie, le mage continue de lui ordonner de révéler son vrai visage, afin qu'il périsse avec la haine du monde. À l'intérieur du MC, la conversation entre ces deux versions se poursuit. Lloyd dit à Soho qu'il a perdu trop de temps dans le royaume des sirènes, se demandant pourquoi il s'est donné la peine de suivre leur cours. Il y avait un moyen bien plus simple d'obtenir ce qu'il voulait. L'image de la pieuvre géante qui tenait le royaume des sirènes apparaît aux pieds de Soho. Lloyd dit que s'il avait utilisé Draghi, il aurait tout résolu en moins d'une journée. Il n'avait pas besoin de la permission du roi. Utiliser la terreur était une méthode de communication fantastique. Soho est choqué de voir l'alternative que Lloyd lui a montrée. Lloyd poursuit en montrant que Javier aurait pu faire tomber le souverain du peuple de la mer. Il n'aurait fallu que quelques heures pour soumettre tous ces gens. Et pour obtenir le Toranga, il lui suffisait de se débarrasser du palais. Lloyd prétend même que s'il n'avait pas pris autant de temps, le joyau de la vérité serait déjà complet. Soho lui demande alors de quoi il parle. Comment a-t-il pu faire quelque chose qui a blessé et attristé tant de gens? Mais Lloyd montre qu'il ne se soucie d'aucune d'entre elles. Face à Soho, il dit qu'aucune de ces personnes ne faisait partie de sa famille. Pour lui, il y avait une nette différence de valeur entre les étrangers et ceux qu'il aimait. Les larmes aux yeux, il demande à Soho s'il veut perdre à nouveau tous ceux qu'il aime. C'est alors que l'image des parents du maître de cérémonie apparaît comme des reflets dans un miroir d'eau. Soho est en état de choc et les regarde fixement. Il reste abattu. Les ténèbres qui l'habitent semblent croître de plus en plus. À ce moment-là, il semble prendre une décision. Lloyd lui tend alors la main en lui disant qu'ils doivent sauver ceux qu'ils aiment. Lentement, Soho s'avance vers lui. Il tend sa main vers celle de Lloyd. Mais au lieu de la saisir, il embrasse son côté sombre. Il le serre toujours dans ses bras. Il dit que Lloyd doit avoir peur. Mais ce n'est pas grave. Puis Soho pose ses mains sur les épaules de Lloyd. Il dit avec confiance qu'ils n'ont pas besoin de faire tout cela pour obtenir ce qu'ils veulent. Après tout, ils en sont tout à fait capables. Puis il disparaît, laissant Lloyd seul dans ce lieu qui semble désormais en paix. Confiant, le MC est maintenant certain d'avoir raison. De retour à la réalité, Lloyd ne souffre plus de sa blessure. Et la route le regarde avec des yeux écarquillés, persuadé que la malédiction va détruire Lloyd. Ce dernier se tourne vers lui d'un air sérieux et lui dit que le mage peut continuer à réfléchir. Et lui dit que le mage peut continuer à penser à la façon dont il pense qu'il est pourri à l'intérieur. Puis il l'attrape par le col. Il dit qu'il va montrer au mage qui il est à l'intérieur et qui il est à l'extérieur, et des coups de poing ont été donnés au visage. Ailleurs, nous voyons la reine Alicia se précipiter. Une forte rafale de vent froid vient du tunnel de Lloyd. Selon les soldats, s'ils s'approchent, ils seront brûlés par le froid. Sans se laisser impressionner, la reine se jette dans le trou. Pensant que cette personne est plus compétente que des milliers de sujets, elle ne peut risquer de la perdre. Dans le tunnel, Alicia retrouve Javier qui l'informe que Lloyd est à l'intérieur. Elle avance alors pour le retrouver. Et en chemin, elle trouve le fils de l'ancien duc de Thanos complètement congelé, bien fait pour lui. Puis quelque chose attire l'attention de la reine. Un peu plus loin, elle aperçoit une silhouette familière. Le MC marche difficilement, portant quelqu'un sur ses épaules. Il s'agit d'un ouvrier, pratiquement gelé. L'un des ouvriers plaisante, en disant que le travail ne doit pas être si difficile que cela s'il ne veut toujours pas démissionner, mais qu'il n'a pas le choix. Son collègue rit en disant qu'aucun d'entre eux n'avait d'autre choix, mais que ce jeune homme était formidable. Cet homme était aimé de tous sur le chantier. Son sourire remontait toujours le moral de tout le monde. Il travaillait dur pour envoyer de l'argent à sa famille à l'étranger. Mais un jour, il a eu un accident et ne pouvait plus marcher. La raison de l'accident était évidente. Les équipements de sécurité étaient des déchets, mais personne n'en a assumé la responsabilité. L'entreprise de construction et le promoteur ont tous deux évité de rendre des comptes. Lorsqu'il s'agissait de droits qui leur profitaient, ils s'en souciaient. Mais ils fermèrent les yeux lorsqu'ils auraient dû être tenus pour responsables. De retour dans le présent, Lloyd pense à ce qu'il ferait si une telle chose se produisait sur ses chantiers. Peut-être même qu'il s'enfuirait. C'est alors qu'apparaît Alicia, qui l'appelle à grands cris. La reine jette son manteau sur lui, essayant de le protéger du froid, au moins un peu. Ce faisant, elle se rend compte que le maître de cérémonie n'a presque plus de mana. La seule explication était qu'il a dû donner tout son mana aux ouvriers, ce qui explique son état. Malgré son état, Lloyd dit avec inquiétude à la reine qu'il y a encore 8 ouvriers à l'intérieur et que Javier est en danger. Mais pour elle, la sécurité du maître de cérémonie passe avant tout. Elle s'envole, fuyant les rafales de vent en le portant sur son dos. Lloyd continue de parler des travailleurs laissés sur place, mais Alicia lui demande de faire confiance à sa reine. Devant eux se trouve le tunnel menant à la sortie. La reine monte alors, ramenant Lloyd à la surface.
Les soldats s'inquiètent pour sa sécurité. Mais Alicia ne leur dit pas un mot. Elle se jette à nouveau dans le tunnel gelé. Pendant ce temps, les ouvriers apportent des couvertures à l'animateur, surpris qu'il puisse résister au froid. Il avait parié sur sa capacité à être immunisé contre l'hypothermie. Mais cela ne sert à rien si son corps gèle. Levant les yeux vers le ciel chaud, l'animateur se demande s'il peut se reposer maintenant. Dans le tunnel, la reine continue de courir pour sauver ceux qui sont restés en arrière, jusqu'à ce qu'elle voie Ptong se blottir au bout du tunnel. Le cochon d'Inde tremblait en essayant de protéger les travailleurs restés sur place. À la surface, certains crient que 2 autres ouvrières ont été sauvées et s'inquiètent des actions de la reine. En les entendant, Lloyd se dit qu'Alicia est incroyable, comme on l'attend d'un maître épéiste. Et comme Javier résiste au froid, tout ira bien. Les soldats crient à la reine d'arrêter, pensant qu'elle est trop importante pour se mettre en danger pour ces humbles travailleurs. Furieuse, elle leur demande s'ils diraient dans la même chose si c'était eux qui étaient coincés en bas. Malgré tout, Lloyd essaie de se concentrer sur son rêve d'une vie paisible dans le comté. Mais soudain, quelque chose l'arrache à ses rêves de vie tranquille. La poussière glacée du cœur de glace s'intensifie. Javier serre Celuria dans ses bras, essayant de la protéger du froid, ne serait-ce qu'un peu. Dehors, les soldats crient que la dernière personne a été sauvée. Mais la reine dit qu'il y a encore 2 personnes dans la chambre glaciale. À ce moment-là, un souffle de froid encore plus puissant émerge du cratère, soulevant le sol avec lui. La reine regarde avec incrédulité ce qui se passe. Les rafales de froid se propagent bien au-delà du cratère. Elles gèlent le palais presque instantanément et atteignent la ville. Pour tenter de remédier à la situation au moins un peu, Dradi apparaît, soufflant sa flamme vers le tourbillon. La reine ordonne l'évacuation des citoyens et à tout expert en épée de niveau intermédiaire d'apporter son aide. Puis quelque chose fait que la reine arrête tout ce qu'elle est en train de faire. Lloyd se tient devant elle. Et même si Alicia lui ordonne de ne pas aller dans cette direction, de s'enfuir, le MC dit sérieusement qu'il ne perdra pas quelqu'un de précieux pour lui. Il active sa capacité de charge rapide, qui commence à absorber les vents froids. Mais la reine lui crie dessus, l'avertissant que c'est trop pour un humain. Alors même qu'elle dit cela, les vents s'affaiblissent visiblement. Alicia le remarque, choquée. Au final, les rafales ne forment plus qu'une seule lance de vent glacial qui se dirige droit vers le MC. Lloyd l'absorbe, mais à cause de cela, son corps est entièrement gelé. Dans le reste du royaume, le soleil brille comme si rien ne s'était passé. Mais la reine reste immobile, sous le choc. Parce que la personne qui comptait le plus pour elle s'est transformée en un bloc de glace. Même les ouvriers ont l'air affligés par ce que Lloyd est devenu. Dans le tunnel, Worth Road, qui ne compte pas pour nous, est toujours gelé. Et Celuria et Javier sont maintenant en sécurité. Ils sont les premiers à découvrir que le cœur de l'hiver a complètement disparu. Les vents ayant disparu, les mages réalisent qu'ils sont sauvés et se demandent comment ils ont survécu. L'un d'eux se souvient que son corps entier se transformait en glace et qu'il pensait être mort, mais soudain le froid est parti. C'est comme si quelque chose avait emporté tout ce froid. Face à son maître, Javier ne sait même pas comment réagir. Il n'arrive pas à croire que cela soit arrivé à Lloyd. La reine, qui le regarde aussi, est incrédule. Elle s'approche du bloc de glace, qui est devenu le maître de cérémonie. D'une main tremblante, elle saisit la main ouverte de Lloyd. Puis ses yeux s'écarquillent. Elle se tourne vers Javier et lui dit qu'elle sent que le cœur de Lloyd bat encore. Elle redonne aux épéistes l'espoir qu'ils avaient perdu. Alicia demande si Javier peut faire fondre Lloyd en utilisant le mana, à l'intérieur de cette couche froide qu'il était devenu. C'était comme si le MC avait été attaché avec peu de vêtements et laissé à geler. Il se demande ce qui lui est arrivé, pourquoi il se trouve dans cette situation. Quelqu'un lui dit alors qu'il s'agit de la matérialisation de son cœur, la seule partie de lui qui peut bouger à présent. Une étrange créature lui dit, avec un petit sourire, que c'est grâce à lui que Lloyd est en vie et qu'il devrait lui en être reconnaissant. Pour le maître de cérémonie, il s'agit d'un monstre, mais la petite créature, agacée, dit qu'il est le cœur de l'hiver. Puis il se retourne pour montrer qu'il a la forme d'un cœur bleu. Mais pour le maître de cérémonie, il ressemble encore plus à un cœur bleu. Quoi qu'il en soit, il se demande pourquoi le cœur est à l'intérieur de son corps. Avec un air suffisant, la petite créature explique qu'elle s'est laissée absorber par Lloyd. L'arrogant dit qu'il a fallu 110 jours au grand dragon pour le créer, et que s'il ne l'avait pas voulu, le maître de cérémonie n'aurait jamais pu l'absorber. En plus de cela, le petit bleu a senti un pouvoir spécial venant de Lloyd. C'est comme si son cœur lui rappelait celui d'un dragon. Surpris, le MC se souvient de sa capacité mi-homme, mi-dragon, et tout comme Anticus, la petite créature l'aimait bien. Le cœur de l'hiver dit alors que ce n'est pas la seule raison. Il explique qu'il est étonnant que Lloyd n'ait pas hésité un seul instant à se sacrifier pour les autres. C'est pourquoi il voulait voir ce que deviendrait un humain comme lui. Avec un visage dégoûté, le maître de cérémonie répond que c'est ridicule.
Il voulait juste que personne ne se plaigne de lui plus tard. Malgré cette déclaration, c'est une raison suffisante pour la créature. Peu importe qu'il ait tout fait pour une telle raison. Le cœur commence à flotter autour de Lloyd. Il laisse une traînée bleue sur son passage, jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Le système annonce alors que le maître de cérémonie ne fait plus qu'un avec le cœur de l'hiver, et qu'il a désormais la capacité de figer le temps. Soudain, Lloyd ouvre les yeux et est surpris, il n'est plus un bloc de glace. Il ne pense qu'à l'incroyable capacité qu'il vient d'acquérir. Le temps peut être gelé jusqu'à 1 an, et si le congélateur sort de la zone d'exclusion, le temps reprend son cours. Avec un sourire sinistre, le MC sait que cela signifie qu'il peut geler le temps et construire à la vitesse de la lumière. Cette capacité lui permettra, même si les choses commencent à mal tourner, de figer le temps et de trouver une issue. Il n'y a qu'un seul problème. Il a besoin de 3000 RP pour utiliser cette capacité. Or, il n'en a que 2665. Même s'il dispose désormais de cette merveilleuse arme secrète, il doit également faire face à un problème. Ce problème, c'est Javier et la reine qui attendent son réveil. Dès qu'il voit son maître se réveiller, l'épéiste commence à crier son nom, mais le maître de cérémonie l'en empêche. Il lui fait comprendre qu'il vaut mieux se taire. Il jette un coup d'œil à la reine qui est assise plus loin. On voit qu'Alicia s'est endormie, sûrement fatiguée par tout ce qui s'est passé. Le visage grave, Lloyd révèle qu'il est en possession d'un objet divin du royaume, comme s'il avait volé une bombe nucléaire. N'ayant pas le temps de s'expliquer davantage, le maître de cérémonie déclare que l'objet est mortel et qu'ils doivent partir immédiatement. Javier se demande en quoi cela peut être utile. Ils sont devenus des ennemis du royaume et, de plus, le maître de cérémonie doit faire face aux conséquences de ce qui s'est passé. Lloyd répond qu'il avait prévu cela. Il n'a jamais échoué auparavant, mais à en juger par son air confus et tremblant, il n'a pas dû penser à quoi que ce soit. À ce moment-là, la reine ouvre les yeux et déclare qu'il est trop tard pour fuir, laissant le maître de cérémonie en proie à la panique. S'inclinant, Lloyd dit qu'il n'a jamais eu l'intention de posséder le cœur, et sans montrer de colère, Alicia lui dit de se lever. Rester ainsi courbée ne résoudrait rien, et elle pense savoir ce qui s'est passé. Le problème, c'est que le maître de cérémonie est responsable de l'emprunt du cœur, ce qui fait de lui un maudit, Anas. Tout est de sa faute. Bien qu'il ait été congelé auparavant, la reine dit qu'il était resté en vie. Enfin, jusqu'à ce qu'il soit capturé et brûlé. C'était vraiment un homme vil, et la reine s'est assurée d'être témoin de sa fin. Changeant de sujet, ce qui compte pour elle en ce moment, c'est que Lloyd soit toujours en vie. Cette fois, elle est si directe que le maître de cérémonie en rougit. Il ne peut pas être aussi stupide. Son cœur commence même à battre étrangement, et Lloyd se demande si c'est à cause du Winterbud. Ce dernier se met à crier en lui l'irritant, disant que c'est un cœur, pas un bourgeon. Selon Alicia, son seul regret est de ne pas avoir appris l'existence de cette magie du sang. Aucune méthode n'avait fonctionné avec le mage. Puis, Lloyd lui apprend que lorsqu'il a été poignardé par le couteau violet imprégné de mana, il a été temporairement infecté par la malédiction des ténèbres qui consume tout et a été transporté dans une sorte de monde onirique. Choquée par cette information, la reine lui demande d'arrêter de parler. Et elle se rapproche du MC, voulant tout savoir sur cette malédiction puisqu'elle en est elle-même porteuse. Alicia commence à retirer le gant qui couvrait sa main. Lloyd est intrigué par ce qu'elle s'apprête à révéler. Elle lui montre audacieusement sa main, marquée par la malédiction. Cette même nuit, la reine se promenait dans le palais, jusqu'à ce que l'une des pièces attire son attention. Ses portes fermées lui rappellent de vieux souvenirs. Rien qu'en y mettant les pieds, Alicia pouvait voir son ancien moi tenant une épée, entourée de 3 corps. Cette nuit-là, son épée dégoulinait de sang. Mais la jeune femme n'avait pas le choix. Ses frères étaient sur le point de la tuer, et la mort de leurs parents était aussi de leur faute. Ses frères avaient été très gentils avec elle. Mais en fin de compte, ce n'était qu'un mensonge. C'est alors que sa cadette s'adresse à elle, lui disant qu'elle ne doit faire confiance à personne, qu'elle doit tuer avant d'être tuée. La jeune femme affirme que toutes deux connaissent le danger que représente Lloyd Frontaro. Elle prévient que la reine ne doit pas être stupide et faire à nouveau confiance à quelqu'un. Sinon, elle finira par être trahie. En criant, son autre version révèle que les gens ne la respectent pas parce qu'ils pensent qu'elle est une reine sage. Elle pourrait être tuée en un instant. Ce côté sombre d'Alicia veut qu'elle contrôle tout le monde par la peur. Ce n'est qu'ainsi qu'elle ne sera pas trahie. Ensuite, tout comme le CMR l'a fait auparavant, la reine embrasse son côté sombre. Elle lui demande de ne pas avoir l'air si en colère. En vérité, elle savait que son autre version était simplement seule et effrayée. Il n'y a pas de problème à être faible parfois. Après ces mots, la jeune version disparaît, laissant Alicia derrière elle, des larmes coulant sur son visage. La reine se réveille alors de ce rêve maudit. Les yeux pleins de larmes, elle regarde sa main. Réalisant que tout a fonctionné, elle a réussi à se débarrasser de la malédiction qui la consumait. Lloyd lui avait dit qu'il ne savait pas comment il avait surmonté la malédiction.
Il l'avait simplement accepté d'une manière ou d'une autre. Reconnaître que les gens peuvent avoir de mauvaises pensées, être parfois faibles, et l'ignorer devient une maladie de cœur. La reine se demande même s'il s'y connaît aussi en santé mentale. Il lui répond qu'il a fait quelques recherches à ce sujet, et qu'il s'agit d'une maladie bien plus effrayante qu'on ne le pense. À ce moment-là, elle commence à se demander comment elle pourrait accepter cela. De retour dans son bureau, Alicia conclut qu'elle est redevable à Lloyd une fois de plus. Peu après, le jour du procès du MC arrive, où les membres de la chambre participeront, et Toscano marche devant eux, tout excité. Un autre membre lui dit que même avec la protection de la reine, cela ruinera le MC. Le duc est d'accord car il a perdu l'objet divin. Toscano proclame que même si Lloyd est un sujet méritant, sa famille perdra au moins tout son statut. Lors du procès, le MC est entouré des membres de la chambre. La reine annonce qu'il sera jugé selon les lois sacrées du royaume de Magentana. Le procès se tient à la demande de la chambre, qui servira de jury et veillera à ce que les crimes soient connus. Dans ses pensées, la reine demande le pardon de Lloyd. Elle ne peut pas le souiller, mais elle essaiera de lui épargner la peine de mort. Dans une autre pièce, Celuria est désemparée. Elle sait que ce n'est pas le MC qui a fait exploser le cœur et qu'il a sauvé toute la ville. Javier explique que cela ne change rien au fait que c'est le MC qui a apporté le cœur et qu'il n'a pas pu arrêter le responsable. Il demande à Celuria de ne pas s'inquiéter. Son maître s'en sortira, mais elle proteste en disant que la chambre le déteste. Cependant, comme Lloyd a dit que tout irait bien, Javier pense qu'il en sera ainsi. Au procès, Toscano dit à l'accusé qu'ils lui ont confié l'objet divin du royaume en raison de son immense grâce. Voyant le MC tâtonner avec son manteau, il l'accuse même de chercher quelque chose dans une cour sacrée comme celle-là. Puis Lloyd sort une fiole de sa poche, un objet familier au duc. Ce dernier se contente de fixer l'accusé sans rien dire. Mais comme le MC sait où il va, il commence à faire des grimaces en montrant la fiole. Le duc continue de le regarder, confus, jusqu'à ce qu'il devienne soudain blanc comme un linge. Il reconnaît alors l'objet. Il se souvient l'avoir donné à un soldat en lui ordonnant de le répandre devant la pièce qui abritait le cœur, en échange d'une récompense. Toscano s'affole, tremble et ne sait que faire, se demandant comment le MC a pu trouver cela. De son côté, Lloyd continue de pointer la fiole, menaçant le duc du regard. Le MC était retourné dans les tunnels, essayant de comprendre comment Worthroad avait réussi à y entrer, à moins qu'il ne se soit téléporté. Quelqu'un a dû aider le mage à entrer. Et ce quelqu'un doit être un membre de la chambre. Pour l'aider dans ses recherches, il appelle tous ses animaux de compagnie. Il leur demande de fouiller cet endroit de fond en comble. Le résultat de cette recherche fut cette petite fiole sale. Incapable de détacher son regard de l'objet, Toscano a du mal à formuler quelque chose à dire. Il marmonne que le MC a trahi la reine et qu'il était responsable de l'objet divin. Puis Lloyd lui fait signe, voulant qu'il voie quelque chose. Mais aussi lent qu'il soit, le comte en état de choc met du temps à comprendre. Jusqu'à ce qu'il remarque que le soldat qu'il avait corrompu auparavant était là. Le soldat regrette ce qu'il a fait. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer et a accepté d'aider le MC, qui lui avait même sauvé la vie. À ce moment-là, l'expression du MC devient encore plus méchante, montrant les deux atouts qu'il détient. Tremblant et regrettant sûrement déjà tout, Toscano dit que Lloyd a commis toutes ses erreurs. Puis, comme s'il était quelqu'un d'autre, il se met à sourire, affirmant que même s'il a fait cela, c'est Lloyd qui le mérite. Un vrai héros pour avoir empêché l'assassinat de la reine, tandis que les membres de la chambre le regardent, confus par ce changement soudain en lui. La reine, comme eux, ne comprend pas le changement de comportement de Toscano. Alors que le MC commence à prendre des pauses, le duc continue à le couvrir d'éloges. Arrêtant sa pause, Lloyd pointe Toscano du doigt, montrant ainsi qu'il ne se laissera pas faire la prochaine fois. Il vaut mieux qu'il ait retenu la leçon. De son côté, le duc est en larmes et termine le procès en proclamant que le MC est un héros parmi les héros, un être merveilleux,